Apple Intelligence, l'IA générative made in Cupertino se dévoile, même s'il n'est pas encore possible de la tester. Que penser de la stratégie d'Apple en matière d'intelligence artificielle? Vouloir héberger l'IA au cœur de l'iPhone plutôt que dans le cloud est-elle la voie à suivre? L'ambition de déployer en parallèle sa propre infrastructure cloud est-elle également raisonnable pour rattraper son retard face à OpenAI, Google ou Meta qui installent leurs serveurs depuis plus de 18 mois maintenant? Faire appel à ChatGPT est-il un aveu d'échec? Retour également sur iOS 18, quelles sont les principales nouveautés à retenir? Faut-il installer la bêta publique disponible le mois prochain? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On refait le Mac, votre débat tech hebdomadaire. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine et merci infiniment pour votre fidélité chaque semaine qui ne se démentit pas, ou ne se dément pas, hein, j'invente des mots, c'est bien, c'est nouveau, hein, mais nous sommes en fin de semaine et croyez-moi, elle a été longue. Avec comme invité, comme chaque semaine dans cette émission, l'illustre tonton Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Celui qui ne se sépare jamais de Vision Pro, sauf ce soir, voilà, monsieur Christophe Degrain. Bonjour Christophe. Je fais du Air Vision Pro. Tu voilà. vois. Dis, j'ai des questions pour toi. Hein. Oui, dis-moi. Mais j'ai l'impression que tu as fait une émission ce midi et que tu as vu quelqu'un. Non. Oh, si. Non, on apparaît qu'en présence de mon avocat. Voilà. Bon, okay. Nous avons enregistré une émission ce jour, donc c'est pour ça que c'est une longue semaine. Il y a eu plein d'émissions en boîte. Parce qu'on prépare l'été, on va essayer de partir, de vous accompagner tout au long de l'été. On a retourné une émission avec Bertrand Serlet, le papa de macOS 10, et qui nous a contacté parce qu'il avait passé un bon moment avec nous et qui nous a demandé de refaire une émission. Donc on a bien sûr accepté. Et du coup, des anecdotes? Deux anecdotes. La première, d'abord, il va nous raconter comment Apple élabore un nouveau système. C'est-à-dire comment, parce qu'on a connu il y a 15 jours lors de la WWDC, comment Apple met en place ses forces, positionne ses pions pour préparer une nouvelle release. Donc on va rentrer vraiment dans les coulisses d'Apple, c'est passionnant. Puis accessoirement, il va nous raconter comment il a perdu un iPhone de démo avant même que l'iPhone ne sorte. Un grand moment, ne ratez pas, c'est bientôt dans On refait le Mac. Tu vas être content, Steve Jobs. Il était, j'imagine. En duplex, monsieur Didier Policani. Ça va, Didier? Ça va. J'entends des bruits bizarres, Didier. Mais Didier, non, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Policani? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, monsieur Policani? C'est un petit peu spécialiste en effets spéciaux, c'est ça? C'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, dès qu'il voit ton visage, il associe à ce bruit-là. C'est ton look de gros bébé. Les gens comprendront, je pense. Et encore une fois, félicitations. Autre gros bébé de la tech, mais qui est plutôt spécialisé dans l'intelligence artificielle. Bah oui. Quelle transition. Bah oui. Et regardez-moi, cette bonne tête de gagnant. Spécialisé dans l'intelligence artificielle vraiment. Et les puces, monsieur Fred Crassa. Bonjour Fred. Ouais, bonjour Olivier, merci pour l'introduction. Bah écoute, tu le prends vraiment comme tu veux. Hein. Non mais je sais pas, qu'est-ce qu'on entendait on n'entend plus là, je sais pas, on entendait quelque chose de vraiment bizarre. J'espère que ça va pas trop nous perturber tout le long de l'émission. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de changer les couches. Salut particulier aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous. Cette semaine, c'est 48 heures à l'avance. Vous êtes invité en plus à assister à des enregistrements au village Bassia. Venez, s'il vous plaît, venez nous voir. On se sent un peu tout seul. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube en scannant ce QR code. C'est l'ami Christophe qui, en absence de Laurent cette semaine, qui récoltera vos questions sur le chat sur YouTube. On vous salue si vous nous regardez sur YouTube en direct. Vous, les abonnés VIP. On vous a proposé, comme chaque semaine, un sondage et même deux cette semaine. Le premier la question était très simple. Avez-vous été convaincu par les annonces d'Apple en matière d'intelligence artificielle? Et c'est le oui qui l'emporte largement. Et c'est d'ailleurs... alors, tu n'es pas forcément d'accord, mais on est là. C'est l'objet de cette émission, de ce débat, oui. Car le premier chapitre de cette émission est consacré justement à l'annonce d'Apple Intelligence. Alors, on va d'abord rappeler les faits avant de rentrer dans le débat, savoir si vous avez été convaincu avec le recul, si les arguments d'Apple vous ont convaincu. Alors, Apple Intelligence, c'est quoi? Rappel des faits. C'est une stratégie qui se veut différente de la concurrence. Je ne sais pas si je résume bien en 4 points. D'abord, Apple propose une nouvelle architecture
Ouais, je vois qu'on a un peu touché mon script. L'idée d'abord, c'est qu'Apple veut faire tourner en local son outil d'intelligence artificielle. Ça, c'est une vraie différenciation par rapport au reste du marché, mon cher Christophe. Oui, mais disons qu'en fait, Apple a l'excellente idée de ne pas se présenter comme tout le monde face à l'intelligence artificielle. Oui, on les attendait et ils ont été présents et ils sont arrivés sur principalement 2 axes. En fait, le premier axe, en fait, qui est de te dire, mon cher Olivier, si tu mets tes données chez nous, si tu me donnes ta date de naissance, etc., elle ne sera pas connue par quelqu'un d'autre et on va te protéger par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on verra qu'ils ont vraiment joué l'axe de l'intégration sur les différents appareils. Et on le verra aussi très certainement un peu avec Fred, que ça se passe en plusieurs étapes, parce qu'il n'y a pas que localement qui font de l'intelligence artificielle. C'est le deuxième point. Effectivement, le deuxième point, donc, pour résumer, donc, il y a un fonctionnement local. Et puis quand le traitement est peut-être un peu trop lourd ou qu'il y a besoin de plus de puissance, il y a la possibilité d'aller taper dans des serveurs et une infrastructure hardware, une infrastructure cloud. La différence par rapport aux infrastructures cloud existantes du marché, c'est que cette infrastructure cloud, et tu vas nous détailler tout ça dans un instant, Fred, c'est qu'elle est propriétaire. C'est-à-dire que c'est celle d'Apple, ce ne sera pas des solutions d'NVIDIA. Et accessoirement, c'est crypté de bout en bout, c'est chiffré. Il n'y a pas d'exploitation des données personnelles. Et comme tu m'as un peu bousillé mon script, mon cher Fred, c'est quoi le point 3 et le point 4 ? Rappelle-nous. Le point 3 qui est important, c'est qu'Apple... Ouais, j'ai un petit retour, pardon. Un fonctionnement sécurisé, c'est ça ? Non, ce qui est important, c'est que Apple joue à plein pot l'intégration de l'IA dans iOS, les applications, que ce soit les applications Apple que les applications tierces. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a le fonctionnement en interne, donc en multiplateforme, donc ça pourrait être le point 1. Le point 2, c'est effectivement la possibilité de disposer d'une solution cloud, mais différente que celle de la concurrence. Une solution vraiment qui se veut sécurisée, tu vas détailler ça, de savoir comment c'est possible. Et in fine, le quatrième point, c'est quand tout cela ne suffit pas, du moins provisoirement, puisqu'on part de quasiment d'une feuille blanche, Siri fera appel à ChatGPT. On va rentrer dans les détails. Comment ça marche concrètement, mon cher Fred ? Tu nous as préparé une première slide, je crois. Ouais, je vous ai préparé la première slide parce que c'est ce qui a été proposé par Apple. En fait, Apple fait quelque chose d'assez classique. Ils ont pris des données qui, par rapport à des acteurs comme OpenAI, sont publiques, sont soumis à licence. Ils se veulent exemplaires sur cette partie-là, comme sur tout le reste. Ils ont effectivement filtré ces données. Ils font le pré-entraînement. Donc ça prend un petit peu de ressources. On ne sait pas trop comment ils ont fait, mais je suppose qu'ils avaient des serveurs. Ils ont fait du fine-tuning, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment personnalisé ce qu'ils appellent le foundation model pour répondre aux besoins du cahier des charges d'Apple. C'est-à-dire ils veulent en local des IA qui font du résumé, qui font un certain nombre de choses, comme on l'a vu avec la WDC. Et surtout, ce qu'ils ont fait, et à mon avis, ils l'ont bien fait, c'est l'optimisation. Ce qui nous explique qu'ils ont compressé, ils ont réduit le codage des milliards de paramètres pour que ça tienne dans un iPhone, notamment, avec 8 Go. Et ils utilisent notamment une technologie qu'ils ont appelée adapters, c'est-à-dire qu'ils peuvent amener certains neurones, c'est à peu près 10 mégaoctets, à la volée très rapidement pour pas avoir à avoir toutes les petites composantes d'une IA directement en mémoire. Donc il y a un côté un petit peu scalable qui est assez intéressant et qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps sans s'occuper des espaces de dingue. Didier, Stéphane, ce premier réflexe de dire on va essayer de faire différemment du reste du marché, d'abord avec un outil de développement, un outil de LLM en local, c'est plutôt intéressant comme approche, comme stratégie. Oui. Alors, déjà, Apple ne fait jamais rien comme tout le monde. C'est-à-dire, ils sortent des lunettes et ils les appellent autrement. Non, ça va un peu plus loin, là, quand même. Non, mais je plaisante. Ouais. J'aime bien faire dans chaque émission une petite pique. Direct to the point. Non, mais c'est vrai qu'ils aiment bien faire, mais en fait, c'est la même chose que tout le monde. Sauf que l'histoire du local implique des grandes capacités de machines, des grandes capacités de processeurs, et Fred sera plus compétent que moi pour pouvoir le dire, et des capacités aussi de stockage. De mémoire, surtout. De mémoire. Mais ce qu'en fait, là, je vous dis, je vous rappelle, si vous avez parlé d'une appli qui permettait d'utiliser l'IAMA 3 et l'IAMA 3, et celle de Meta et qui permettait de tester pour la première fois Mistral. Oui. Et en fait, cette appli qui s'appelle MLC Chat là, permettait d'utiliser en local déjà. Et quand vous voyez le poids de toutes les applis, celle-ci faisait 5 gigas
en espace, rien que ça. Ouais. Une appli qui fait 5 gigas, c'est pas quelque chose que vous... Sachant qu'il y a... que vous avez tout ça. Donc c'est sûr que c'est très bien, mais il faudra que derrière, les machines suivent. Et d'une certaine manière, bon, on est à quoi, 256 en moyenne pour les modèles les plus... pour les pros, quoi. C'est parce que c'est que le 15 Pro qui sera accessible, je crois, de mémoire. Ben, c'est sûr qu'on va aller dans une sorte de frénésie d'espace disque, quoi. On va en parler avec Fred. Didier, ton sentiment, là, ça reste quand même dans l'ADN d'Apple. Ils n'ont pas... Il est clair, hein, c'est un peu la constante, même si Apple a fait quand même relativement illusion. Et puis apparemment, les investisseurs, le marché suit puisque l'action a grimpé. Ils sont en retard, mais ils ne se précipitent pas. Ils savent très bien qu'il faut faire un modèle qui soit différent de la concurrence et rester dans l'ADN de la marque. Ouais, je pense qu'ils ont fait la conférence qu'on attendait. Et quand l'action remonte, c'est que les gens sont rassurés. Ils ont une approche qui est vraiment... En fait, ils ont rassuré à la fois les développeurs en disant regardez, on a ce qu'il faut qui arrive, les utilisateurs en disant regardez, pour la plupart de l'IA que vous allez utiliser, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller dans le cloud. Si vous allez dans le cloud, ce sera chez nous. Et puis si vraiment vous voulez de l'IA, ChatGPT, là, il faudra aller donner vos données. Ça, par contre, tu vois, je pense qu'il y a quand même une petite frontière. C'est comme la recherche Google un peu aujourd'hui. Il y a des domaines, tu sens qu'ils peuvent pas le faire, ou en tout cas à court moyen terme, ils pourront pas le faire. Donc là, il va y avoir une espèce de trade-off entre l'exploitation de tes données et puis ces systèmes. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est assez intéressant. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Par contre, on attend beaucoup, nous, et je pense que Fred, c'est un peu ça dont il va nous parler, c'est qu'on a quand même des belles promesses. Et on ne sait juste pas quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver. Est-ce qu'on l'aura en Europe un jour? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont sorties aux États-Unis qui ne sont jamais arrivées chez nous. Et moi, j'espère que ça arrivera quand même avant la Saint-Glinglin. Je peux juste dire, oui, Stéphane. Je trouve que ta question qui était posée pour le sondage au début, où il y avait 67% de réponses oui, elle était très bien posée, parce que les annonces sont bien. Après, la réalité, c'est un peu autre chose. Pour l'instant, dans la bêta, on a bien compris que la bêta ne donne pas accès aux fonctions d'IA qui ont été annoncées par Apple pour l'instant, hein, donc il n'est pas possible de les tester. Mais Fred, on a quelques pistes sur... Tu voulais dire quelque chose, Christophe? Oui, on peut juste rebondir par rapport à ce que nous disait Stéphane, effectivement, en disant Apple ne fait jamais les choses comme les autres. Et effectivement, Lénaïque qui nous disait Think Different sur le chat de YouTube. Sur le chat de YouTube, effectivement, Think Different, parce qu'ils font les choses différemment. Après, tu parlais de stockage mémoire, mais donc c'est effectivement bien de mémoire vive dont on parle, qui est vraiment important. Donc, effectivement, on le sait très bien, c'est effectivement pas le stockage définitif qui est toujours important, mais vraiment la mémoire vive. Ce dont Fred parlait, c'est quand même un exploit technique de contextualiser l'intelligence artificielle pour juste aller chercher le contenu nécessaire et le charger en mémoire. C'est quand même de la balle, je trouve. Ouais. Alors Fred, on n'a pas trop d'infos sur... Et on n'a pas eu de démo très impressionnante comme celle qui m'ont fait toucher le menton par terre quand OpenAI, il y a un mois maintenant, a présenté sa nouvelle version de ChatGPT 4o. Mais Apple s'est quand même amusé à comparer et donner quelques chiffres quand même. Oui, ils nous ont sorti quand même pas mal de jolis tableaux que je vous ai traduits en français. Donc là, ils comparent, vous savez, il y a le petit modèle en local, hein, ce qu'on appelle les tiny modèles, qui font 3 milliards de paramètres. Donc ils se comparent en fait avec Gemma de Google, avec Mistral, la version 7 milliards, vous voyez. Phi, c'est Microsoft, et puis l'autre Gemma, c'est le Gemma un peu plus gros de Google. Et vous voyez qu'à chaque fois, en vert, Apple va gagner. Il va gagner, et je vous ai fait la moyenne parce que Google, il ne nous le donne pas, Apple, à 48%, il gagne. C'est-à-dire une fois sur deux, il gagne tous les modèles petits du marché. Et ils font la même chose avec le grand modèle, ce qui sera sur le cloud. Ils ont fait la même chose. Et ils ont regardé quand c'est qu'ils gagnaient, quand c'est qu'ils étaient à égalité et quand c'est qu'ils perdaient. Et à part sur GPT-4 Turbo, ils sont toujours gagnants aussi sur les grands modèles, en sachant qu'on estime que Apple, sur le grand modèle, il va être sûrement à 70 milliards de paramètres et GPT-4, il en a beaucoup plus. Donc, franchement, c'est de beaux résultats qui mériteront d'être confirmés. Parce que pour qu'on comprenne, hein, pour les plus béotiens d'entre nous, quand tu dis qu'ils gagnent, c'est par rapport à quels critères? En matière de rapidité de réponse, en matière de qualité. Là, c'est la qualité. C'est des évaluations faites par rapport à l'hallucination que font les autres. C'est vraiment un Olivier qu'on place devant un système, tu interagis et tu donnes ton avis. Donc c'est vraiment comme ça que c'est réalisé. Donc évidemment, c'est intéressant d'avoir ces statistiques, mais ça peut, il y a une certaine variabilité en fait. C'est pas complètement une démarche scientifique en fait. Il y a quand même une certaine variabilité dans le type de personnes présentées, etc. La difficulté, c'est qu'on peut pas effectivement vérifier ces chiffres.
parce qu'on ne peut pas tester, ou du moins aujourd'hui, les différents modèles d'Apple. Mais si Apple s'engage, c'est une entreprise qui est cotée, hein, donc elle ne peut pas s'amuser à mentir, sinon, Non, bien sûr. notamment aux États-Unis, hein, ça peut très mal se passer pour eux. Monsieur Elon Musk est bien passé pour le savoir. Bref, voilà, donc on aura les réponses dans quelques mois. On disait donc, premier point, vous l'aviez compris, une solution qui tourne en local, et multiplateforme. Mais multiplateforme, on parle de toutes les plateformes quasiment, mais pas du Vision Pro. Alors que peut-être ce serait le device, à mes yeux, qui aurait, son jeu de mots, qui aurait besoin d'une solution évoluée d'intelligence artificielle. C'est certain. On en parlait juste avant l'émission avec Didier, qui a encore fait l'essai de porter le Vision Pro pour une partie de journée de travail. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et effectivement, quand tu es dans le Vision Pro et que tu es en train de travailler, tu invites automatiquement et naturellement Siri à la conversation et à tes tâches en disant ouvre-moi Safari, ouvre-moi ChatGPT, etc., etc. Donc naturellement, tu as un accès vraiment, comme je le disais, très naturel à Siri au travers du Vision Pro. Et effectivement, c'est là où il n'y a pas eu d'annonce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Oui, c'est clair, mais c'est vrai que ce serait un usage. En revanche, Fred, pour le reste de l'écosystème Apple, les Apple TV, les HomePod, hein, qui auraient besoin d'un Siri survitaminé, là, on peut penser que c'est plus le hardware et la mémoire qui est embarquée qui pose problème. Hein. Oui, principalement la mémoire, le hardware, effectivement, il va falloir passer tout le monde sur au moins du M1 ou du M2. Et puis surtout, il va falloir équiper ces systèmes-là de 8 Go de mémoire, puisqu'on voit en gros que c'est vraiment la partie mémoire vive, hein, dont parlait Christophe, qui joue à fond. Parce que le M1 n'est pas forcément plus puissant, vous voyez, que le dernier A16 Pro, par exemple, de l'année dernière. Donc ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont changer au niveau hardware. Christophe. Non, mais c'est vrai que Fred parle des HomePod, et c'est vrai que il faudra peut-être passer au FamPod qui a plus de mémoire du coup. Didier, il a du mal d'un produit d'Apple. Non, mais c'est surtout un jeu de mots. Didier. Non, mais il a dit du mal quand même. Attends, c'est la première fois. Didier, concrètement, ça montre que le HomePod qui a été mis à jour il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un an. Les Apple TV qui ont été mis à jour il y a un peu plus d'un an. Ça montre que Apple a quand même opéré ce virage assez tardivement et il n'a pas pu préparer l'ensemble de son écosystème. On va le voir dans un instant avec l'iPhone. Hein. Ouais, et en fait, ce qui est un peu agaçant, d'ailleurs, quand tu mets les bêtas, c'est qu'il est toujours très bêta, justement, Siri, et que tu as l'impression qu'effectivement, il y aura un paquet d'appareils qui vont être bloqués avec ce Siri bêta, y compris les HomePod, où c'est quand même le seul point d'entrée, hein, tu n'as pas d'autres vraiment moyens de les contrôler. Et aujourd'hui, tu te dis quand même, tu aurais bien aimé un truc un peu plus progressif dans cette montée en IA. Il n'y a pas juste t'as l'IA et t'as pas l'IA. Siri a quand même un peu d'intelligence, entre guillemets, mais là, c'est vrai que c'est dur. Et surtout, même, tu vois, ceux qui ont acheté un iPhone 15, c'est quand même juste l'année dernière, c'était l'iPhone officiel, quoi, finalement. Ça suffira pas. De se dire que lui n'aura pas ces fonctions-là. Moi, j'ai vu plein de gens autour de moi dégoûtés, machin. Ouais. Mais en fait, ce que ça nous prépare derrière, c'est aussi que, en fait, c'est pas prêt du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça sortira, l'iPhone 15, quand tu commenceras à le trouver un peu d'occasion, etc., je pense que il faut pas non plus s'affoler non plus. Mais c'est vrai qu'on va avoir un temps où on nous parle d'IA, on va, je pense, oublier un petit peu, il va y avoir des démos en anglais, et nous, on va être avec notre Siri tout pourri pendant 2-3 ans encore. Quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Fred, c'est quand même important pour tous ceux qui ont investi depuis des années dans cet écosystème Apple, des HomePod, des AirPods, et puis des iPhones, on ne peut finir, que justement cette infrastructure, donc le deuxième volet de cette IA, serve surtout à la base installée qui n'aurait pas la possibilité de faire tourner Siri en local, quoi. Oui, on en parlait justement avec Laurent cet après-midi, Laurent Pantadas, que j'embrasse. Il n'est pas dans l'émission, il vous en a parlé, mais c'est pas possible. Il donne des cours. Il donne des cours, mais il peut pas. Bon, bref, vas-y. Et c'est vrai que ça pourrait être un instincteur si vraiment la foule grondait fort. Après, l'un des problèmes qu'a Apple, c'est le côté, ils aiment bien avoir une expérience uniforme, partagée,
calibré et ils ont tout fait pour faire des modèles qui soient super réactifs en local, où ça se déclenche, vous passez dans le modèle, c'est en millisecondes, c'est très très réactif. Et je pense que la démo aussi de ChatGPT 4o en vocal les a calmés aussi pas mal. Donc je pense qu'ils pourraient faire certaines choses, notamment toute la partie qui n'ait pas besoin d'interaction forte, hein, comme corriger de documents, etc. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire sur le cloud. Ouais. Donc après, Siri qui garde le contexte là. Tu te dis quand même, tu peux lui faire 2 requêtes de suite, tu te trompes un peu, c'est pas un truc. Non, mais tu le bypasses et c'est ChatGPT. Oui. Voilà. Bah oui, c'est censé être ça. Et ChatGPT serait en gros le palliatif. Voilà pour la base installée. Alors, on peut le voir de deux manières, mais on va en parler de ChatGPT dans un instant. C'est que ça permet à Apple de faire patienter le temps que son propre modèle soit au niveau de la concurrence. Exactement. Et aussi pour la base installée. C'est gagnant-gagnant. Hein. Voilà, mais on va en parler dans un instant. Et gagnant. Donc on l'a dit, une solution originale qui tourne en local, bien que Google aussi propose des solutions qui tournent en local du côté du moteur de recherche et d'Android notamment. Deuxième point, donc, on va déployer une infrastructure, mais une infrastructure maison avec des puces Apple Silicon. Ça veut dire, si je comprends bien, Didier, il faut construire ces machines. On ne va pas acheter des solutions existantes du marché, comme celle qui a fait la fortune aujourd'hui de NVIDIA. Et là, encore une fois, c'est une vision au long terme, ça ressemble à du Apple, mais c'est une prise de risque à court terme de ne pas pouvoir répondre à la demande, parce que imaginez le nombre d'utilisateurs, le nombre de machines qu'il va falloir déployer. Hein. Et surtout qu'ils utilisent beaucoup de tiers de Amazon, etc. pour pas mal de trucs. Et en fait, cette annonce, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'y attendais pas tellement en fait, parce qu'ils ont arrêté les Xserve il y a au moins 15 ans maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'on se disait, tiens, en plus il faut quand même les produire, tu vois, c'est quand même des puces gravées très finement, etc. Faut quand même de la quantité. Est-ce qu'ils vont faire des puces vraiment spécifiques ou est-ce qu'ils vont recycler des puces M2, M3 là qu'ils ont un petit peu en stock? Puis en plus, ce qui est amusant, c'est moi j'ai regardé un peu tous les slides de la WWDC, on n'a quand même pas d'infos sur ces machines. En fait, on ne sait pas exactement comment c'est fait. Parce qu'on ne sait pas si, tu vois, ils envisageraient, j'en sais rien, de commercialiser un petit peu des trucs derrière que tu puisses pour des tiers. Mais même, tu vois, des pays qui disent, ah non, mais attends, tu sais, comme les serveurs aujourd'hui qu'on a pour iCloud, tu as des pays qui demandent à pouvoir avoir accès, qui soient localisés dans le pays, etc. Est-ce qu'ils vont répondre à ça? Ah oui, mais c'est une vraie question quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils commencent par les États-Unis, parce qu'ils sont un peu moins pénibles. Mais si la Russie commence à dire, tes machines, on les veut chez nous et on veut accéder aux données. Stéphane. Ils sont consommateurs. Au niveau d'usage par pays, les États-Unis, c'est quand même un sacré morceau pour attaquer. Tu parles de la montée en charge. La montée en charge, ouais. Après, franchement, pour moi, c'était quelque chose d'absolument naturel que Apple fasse son propre cloud basé sur ses propres machines. Il y a quelque chose en anglais en fait qu'on appelle Eat Your Own Shit. Hein, et ça veut vraiment dire ça en fait. Tu peux pas être le CEO de Porsche et te balader en Ferrari publiquement. Oui, mais iCloud, l'infrastructure iCloud, c'est pas des serveurs Apple. Ils n'ont pas de serveurs, donc on n'arrive plus à aller au bout de la logique. Hein. Je suis Apple. Je suis le boss de Apple, côté de l'infrastructure des serveurs. Je ne vais pas aller donner de l'argent à Nvidia, jamais de la vie. Christophe, le truc, c'est que... Je crois en mes processeurs. DeepMind a été racheté par Google en 2014, OpenAI a commencé en 2015. Il faut du temps pour faire une bonne infra, pour faire un truc. Ils vont aller très vite. Non. Quand tu as déjà fait des trucs comme ça, tu ne peux pas aller contre le temps. Tu n'es pas Superman. Non, ils vont aller très vite, ils vont s'adapter. Et ça sera perfectible, d'où le palliatif OpenAI pour démarrer. Et ce qui est d'ailleurs, par extension de ce que je veux dire, c'est que c'est un formidable deal pour OpenAI qui devient un grand parmi les grands avec ce deal, de façon officielle. Il était déjà bien présent. Oui, mais là, c'est devenu un équivalent d'un GAFAM. Didier, il ne mettrait pas la main à la poche, Apple, pour ça. Après, c'est le trade-off avec tes données personnelles. Mais en fait, c'est comme Google. Au début, on n'imaginait même pas que Google paye pour être sur l'iPhone. Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu derrière. Et effectivement, en fait, OpenAI va être le grand gagnant d'avoir tout l'écosystème iPhone. T'imagines? Tu as accès. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est un peu ce que dit Stéphane, c'est que le temps que ça monte que en fait tout ce que propose Apple soit vraiment efficace, il va y avoir vraiment une sacrée période. Donc tu vas très vite te dire, ah mais en fait j'ai ChatGPT là hyper bien intégré, tout, je vais l'utiliser tout le temps. Et en fait je pense que les gens vont s'habituer à utiliser ça tout le temps. Donc ça va être c'est l'équivalent de Google. Moi je pense qu'il y a une étude là qui est parue aux États-Unis, il disait que les jeunes, ils faisaient maintenant 60% des jeunes font leur recherche
d'abord sur ChatGPT avant Google. J'ai du mal à croire ça, mais bon, pourquoi pas. Si, c'est ça. La nouvelle génération, c'est le réflexe. Avant, c'était Google, maintenant, c'est le ChatGPT ou équivalent. En fac, en école, c'est comme ça, en tout cas. Mais tu sais quoi, Didier? Habituellement, on dit souvent c'est le marché qui a raison. Et effectivement, pour l'instant, le marché va plutôt vers du ChatGPT ou du NVIDIA pour de la partie matérielle, etc. Mais là, on a vu ce que Apple était capable de faire pour mettre à disposition des développeurs des outils tellement puissants qu'à un moment donné, tu as envie de développer pour les produits d'Apple et pas envie de développer pour les autres. Et si les développeurs d'aujourd'hui commencent à développer de l'intelligence artificielle au travers des kits d'intelligence artificielle de Apple, c'est ça qu'on va utiliser demain. Et le time to market, tu sais que sur un texte, c'est important. Hein. Le premier qui arrive et qui propose une solution qui fonctionne. Apple est pas le meilleur exemple, Oli. Oui, je sais bien, mais l'exemple de... On va le redire, mais c'est pas le premier smartphone, c'est pas la première tablette. Oui, c'est le premier smartphone pour le grand public et qui était vraiment accessible au grand public. Ouais, OpenAI, s'il réussit cet enjeu-là. Oui et non. La difficulté, la force, et ce qui est intéressant, et on va vite enchaîner parce qu'on a déjà pris du retard, d'Apple, c'est que on en discutait avec Bertrand Serlet, le papa de macOS, c'est que cette volonté de garder un cap, de garder le calme, de dérouler quelque chose sur la durée, parce que l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit partout. Donc, elle doit être en local, elle doit être toutes les strates des différents systèmes d'exploitation. Et c'est ça la force aujourd'hui d'un Apple et d'un Google par rapport à un OpenAI. La difficulté d'OpenAI, c'est que c'est juste un moteur de LLM qu'il faut rajouter à une infrastructure existante. Bien sûr. Voilà. Et c'est peut-être ça le défaut de la Curious aujourd'hui et la force de Microsoft par rapport qui aimerait bien l'intégrer à Windows quand même, ou à autre chose. Tu vois, c'est comme tout dans la vie, en fait, je pense. Si tu vas en bourse ou si tu vas sur les crypto-monnaies et que tu as cette espèce de FOMO, tu vois, tu as peur de la bonne occasion et il faut absolument que tu te jettes dessus. Non, mais à force de l'habitude. Tu fais des trucs nuls, en fait, tu vois, et tu finis par en payer les conséquences. Apple reste calme, stable sur ses bases, avance, va définir des outils de demain. Ça va être grandiose, vous allez voir, et ils vont le faire beaucoup plus vite que je pense Stéphane. Il faut être prudent. Vraiment, et ils vont avancer vers quelque chose de particulièrement fort, vous allez voir. Les annonces sont belles, il faut maintenant que ça se réalise. Parce que, mine de rien, les amours, vous avez vu des démos d'OpenAI, vous n'avez pas tout dans la poche non plus aujourd'hui. Hein. Non, loin de là. Non, j'ai mieux que OpenAI, moi j'utilise quasiment plus OpenAI. Enfin, moi, les démos d'OpenAI, il y a moi, moi, Gemini Advance, c'est mon préféré. J'aime beaucoup la patronne d'OpenAI, mais au-delà, je reviens toujours pas. N'est-ce pas, Fred? Fred, concrètement, tu n'as pas d'infos sur cette infrastructure matérielle, sur est-ce qu'ils vont nous déployer des Mac mini à l'appel? Donc ça, c'est facile, ils en ont plein. Hein, surtout que si l'Opus M4 va arriver, ils auront du mal à le vendre, le M3 et le M2. Oui, ils vont vraiment concevoir un serveur sur mesure. Disons qu'on a déjà les rumeurs de Mark Gurman, qui est quand même bien informé et qui parle d'un M2 Ultra, de l'utilisation du M2 Ultra qui ne doit pas se vendre beaucoup. Je vous rappelle qu'il a énormément de GPU, énormément de bande passante mémoire. Il peut monter en mémoire très très fort. Et en plus, il a tout ce qu'il faut. Il a 2 Neural Engine. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir compter sur le M2 Ultra qui est gravé en 5 nanos. Donc, deuxième génération ou 4 nanos, peut-être 4 nanos. Mais du coup, à partir de là, ils vont pouvoir quand même déployer pas mal de serveurs comme ça. N'oubliez pas qu'ils utilisent déjà la virtualisation pour Xcode. Les développeurs peuvent simuler tout un tas d'environnements iOS dans les infrastructures. Donc, on est très, très proche parce qu'en fait, ils ont utilisé iOS. Ils ont utilisé iOS, tout le hardware, les signatures, toute la partie sécurité, toute la partie communication. Et en fait, ils proposent, je suis d'accord avec Christophe, ils proposent comme personne un kit super prêt à l'emploi, hyper séduisant parce que personne n'aura à redévelopper tout ça, qui soit sécurisé pour les clients et intégré dans les OS iPhone et Mac. Et ça, Microsoft ne l'a pas parce qu'ils n'ont que les PC, mais ils n'ont pas les smartphones. Et Google ne l'a pas parce qu'ils n'ont que les smartphones, ils n'ont pas les PC. Et sans oublier l'impact écologique aussi, parce que je ne sais pas si tu as vu les stats et les chiffres autour de NVIDIA et autour donc autour des GPU et autour des M2, M3 et autres Apple Silicon. Il y a une différence monstrueuse entre... Pour la même puissance délivrée pour faire des inférences d'intelligence artificielle, on est beaucoup plus bas en termes de consommation d'énergie. Mais il y a moins de requêtes. Mais ça n'a rien à voir, c'est pour la même requête.
Pour la même quantité de demande. Pour la même demande. Pour la même demande. Oui, c'est normal. La puce Apple Silicon est moins gourmande que la puce Nvidia, même si elle est produite par TSMC, mais parce que c'est un GPU. Bien sûr. Voilà, mais si il y a autant de demandes, de toute façon, il en faudra. Voilà, mais ça peut être aussi un débouché hardware et un débouché pour le Mac. Allez, on a entreaperçu, tu parlais de sécurité, une slide, on va la re-regarder à nouveau. Le fonctionnement sécurisé, donc c'est le troisième grand point majeur. Garantir la confidentialité des données, enfin du moins ne pas exploiter les données personnelles. C'est l'ADN d'Apple. Là, encore une fois, la promesse est belle, Fred. Ouais, la promesse est belle parce que effectivement, vous le voyez, ils ont vraiment insisté dessus sur il veut être l'acteur modèle international de la sécurité pour l'IA. Il se donne les moyens. Donc ça va vous parler, mais il parle de Secure Enclave pour les clés de cryptage, c'est-à-dire que c'est vos clés utilisateurs qui serviront notamment dans le cloud. Donc Apple n'a pas accès à vos données. Il n'a absolument pas, même sur ses propres serveurs, accès à vos données. Et puis, il réutilise effectivement tout ce qui est chiffrement, tout ce qui est sécurisation, qu'on connaît bien sur iPhone et Mac. Et donc, c'est un modèle qui est extrêmement robuste. Et ils ont été hyper précis, je trouve, parce que c'est une conférence développeur, mais qui est suivie quand même par beaucoup de monde qui ne sont pas des développeurs. Ils ont été extrêmement précis et vigilants pour bien préciser comment les communications allaient se passer. Ils ont dit que ça serait un iOS spécifique et qui serait créé à la demande de l'utilisateur quand il aurait accès au cloud, et les données seraient utilisées, des données personnelles, pour que ça soit efficace, mais immédiatement elles seraient effacées. C'est-à-dire, ce n'est pas des données persistantes. Et ça a été un point hyper important. Apple ne veut pas garder les données utilisateurs quand elles passeront de l'iPhone ou du Mac sur les gros modèles dans le cloud. Fred, et ils garantissent ça. Si je comprends bien, donc moi qui ne suis pas un développeur, pas un ingénieur, c'est dommage que Laurent ne soit pas avec nous cette semaine, on peut quand même faire apprendre à son modèle et le développer. C'est-à-dire que c'est ça qui est important pour un modèle de LLM, c'est l'apprentissage, pour qu'il ne parte pas en vrille, qu'il nous fasse des hallucinations et qu'il progresse. Et c'est ça qui est la force aujourd'hui des modèles existants, parce qu'ils sont là depuis un bon moment. Premier point, mais dès qu'il reçoit une donnée, il ne la conserve pas, contrairement aux autres modèles. Donc il exploite la donnée pour l'apprentissage et apprendre et pouvoir répondre de plus en plus vite et de plus en plus pointu, ou je ne sais pas si Didier veut répondre peut-être, mais au-delà, après il efface les données, contrairement à la concurrence, qui peut l'exploiter et la revendre par ailleurs à des annonceurs ou des éditeurs tiers. Ouais, tout à fait. Et ça pose des problèmes à l'utilisateur que les données soient comme ça dans la nature, mais ça pose aussi, pensez bien, des problèmes aux développeurs qui utilisent les API des solutions externes, où on sait très bien que les données des utilisateurs de ces apps vont être partagées avec d'autres entreprises comme OpenAI. Donc là, ils proposent une solution pour eux, pour assurer leurs clients, mais aussi les développeurs, comme dit Christophe. Par contre, c'est un défi énorme. C'est vrai que là où Stéphane a raison, ça va être du pur Apple, il n'y a pas de backup, c'est-à-dire que c'est eux qui s'engagent à ça, et ils ont été très très clairs dessus, donc je pense qu'ils vont se donner les moyens, mais c'est un vrai challenge, ça va être intéressant. Christophe. Eux et toute une communauté, parce que comme c'est indiqué sur ton slide, il y a aussi le Apple Security Bounty. Un bounty, c'est un programme de sécurité qui appelle aux différents pirates, goût du paradis, les white hats, de venir s'essayer à trouver des failles et à les partager avec Apple, et Apple peut les récompenser d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils sont en face d'une communauté qui va venir les aider. D'autant plus, en fait, quand on se positionne directement comme ça en disant, mais la communauté, n'hésitez pas, venez nous aider. Nous, on n'est pas parfait, on va vous écouter et on va corriger. Ça, je trouve ça top, en fait, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne le font pas. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que effectivement, des données vont être conservées forcément concernant ta vie privée, mais elles vont être sur ton smartphone. Et puis, comme le disait Fred, une fois que c'est sur le cloud, ça va se retrouver sous la forme d'empreintes. Tu vois, comme si tu étais passé là, tes mains sont plus là, ton corps n'est plus là, mais par contre, il en reste une empreinte indéchiffrable. Et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Dernier étage de la fusée, après les 3 premiers étages, le dernier, c'est ChatGPT, Fred, un fonctionnement en externe via ChatGPT d'OpenAI pour compenser éventuellement les limites du système d'Apple. Est-ce qu'on a une idée de comment va se faire le routage des demandes entre le local, le cloud d'Apple et encore ChatGPT ?
Oui, alors d'ailleurs, je vous ai fait un slide qui condensait ce que Sébastien Marino-Metz, c'est un Canadien qui a présenté ça dans The State Très of the très Union. simple ton slide, regarde, il y a 2-3 Ah éléments. ouais, Il est très beau en il est tout très cas. fluide, on comprend tout. Vas-y, alors, Très fluide. explique-nous. Alors, je vais y aller vraiment Ils très sont pédagogue. critiques Mais avec non, toi, mais on ils n'est sont pas développeurs, les gars. Enfin, moi, je suis. Ouais, vas-y, explique. En 2 mots. On va faire simple, là, effectivement. Alors, on part du bas, vous voyez qu'il faut en RAM 8 Go, du CPU, du GPU, du Neural Engine et Secure Enclave. On en parlait pour la sécurité. Ils réutilisent toute la brique hardware, évidemment. Donc, il y a une optimisation que, bien sûr, personne ne peut faire, puisqu'il n'y a que Apple qui a accès en bas niveau à tout ça. Au-dessus, vous voyez les 2 modèles. Il y a un modèle de langage pour tout ce qui est un peu ChatGPT, effectivement, qui est le principal modèle. Et puis, il y a un modèle image, parce qu'ils vont quand même produire des images. Vous avez vu à la WDC, ils produisent des images. Alors, ils ont été prudents. Ils disent, on va mettre des images, mais non réalistes. Donc, vous ne ferez pas le président français dans la boue ou en train de cracher du feu ou autre chose. Donc, ils font que de la partie cartoon. Ils sont vraiment prudents sur ça. Voilà. Donc, ces deux modèles sont hébergés en mémoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est, vous voyez, juste à droite, il y a la partie orchestration. Orchestration, c'est vraiment ce que tu disais, Olivier, c'est le routage. C'est lui, et je vous l'ai mis en 1, qui d'abord, quand il va prendre la demande écrite, puisque vous savez que maintenant, Siri va être aussi bien orale qu'à l'écrit. Pour qu'on comprenne ce que... Voilà, ce sera plus facile si on voit le slide. N'hésitez pas à la remettre. Voilà, vas-y, pardon, Fred. Voilà. On voit qu'effectivement, Siri va être aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, comme ChatGPT. L'orchestration va dire, a priori, le choix numéro 1, c'est les petits modèles, notamment le modèle de langage. Je vais faire ça en local et il y a les adapters. Si c'est un résumé, je vais télécharger depuis la mémoire NAND en RAM, je vais télécharger des neurones supplémentaires pour être encore plus efficace. Donc, il pourra faire ça pour la plupart des choses qu'on va lui demander et c'est ce qu'on veut et les données ne sortiront pas. Mais pour s'appuyer sur ça, vous voyez, il y a dessous, ils ont présenté le Semantic Index. Le Semantic Index, c'est quelque chose que personne ne peut faire quand on est développeur. C'est le fait de récolter des données de tout le monde, aussi bien des apps d'Apple, les contacts, les agendas, mais aussi des autres apps, parce que les développeurs d'app vont pouvoir partager effectivement des données, et ça va construire un contexte. L'orchestration, quand il n'y arrivera pas, parce qu'il sait que la demande est un peu trop complexe, on va dire, typiquement chez Google, il montrait c'était la traduction en temps réel de la voix du français vers l'indien ou du français vers le chinois. Il ne peut pas l'avoir dans le petit modèle de langage qu'il a en interne. Alors, il va faire appel à un deuxième grand modèle, là, dans le cloud, et ça, c'est le deuxième routage, le choix privilégié après l'interne, ça va être le Private Cloud Compute, ou appelé PCC. Il faut retenir l'acronyme parce qu'on va l'utiliser souvent, je pense. Le PCC, ça va être le deuxième choix. Et vous voyez là, c'est des gros modèles, mais c'est toujours ce qu'on disait, une infrastructure Apple. Et d'après ce que j'ai compris, OpenAI ChatGPT, c'est de temps en temps, dans certains endroits, il va y avoir la possibilité d'appeler un modèle externe du marché, soit anonyme, soit avec son compte client ChatGPT, et on pourra lui demander effectivement des requêtes, mais ça ne sera pas partout. Et je ne suis pas sûr que le Semantic Index qui récupère vos données d'agenda, etc., automatiquement va envoyer ça à ChatGPT. Je pense que c'est plus une fenêtre conviviale, d'après ce que j'en ai vu, qui va vous permettre d'interagir. C'est ce qui est dans la démo. Stéphane ? C'était ce qui est dans la démo. C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'y avait pas de réponse ou c'est une réponse qui était incomplète, est-ce que vous voulez que ce soit ChatGPT qui réponde à la place ? Oui, enfin, ce que vous voulez, en clair, ça va se faire. C'est à la demande. On acceptera. Non, je ne pense pas. Si tu le dis. Non, au choix. Ah oui, je pense. Au départ, tu dis est-ce que vous acceptez que ChatGPT prenne le relais ? On n'a pas pu tester. Il y a des gens qui ont vu la démo, ils ont quand même l'air de dire que c'était à la demande. Voilà, c'est ça, c'est à la demande. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça. Et par contre, ça risque d'être un peu casse-pied. C'est un peu longué comme process. Bah oui. Quand on n'est pas prêt et qu'on n'a pas travaillé pendant des années. Voilà ce qui se passe. Voilà. La main dans la peau de confiture. Question peut-être sur le chat. Oui, c'est une question effectivement. Alors là, on sort un petit peu de la technique, mais on va plutôt vers l'usage. C'est Damien qui nous regarde. Salut Damien. Et merci pour ta question. Qui nous dit, moi je suis, je paraphrase, je suis de 75. Je me trouve un peu vieux, voilà, j'ai quelques années. Du coup, est-ce que je vais m'en servir réellement de cette IA ? Est-ce que ça va me servir à moi en fait ? Comme un smartphone. Lui a l'impression que c'est plus pour les nouvelles générations. C'est pas vrai. Au contraire. Plus on l'utilise, moi, toutes les générations, j'ai fait. Alors là, pour le coup,
Là, pour le coup, c'est toutes les générations, parce que j'ai eu des professeurs hier. J'avais des jeunes et des moins jeunes, des profs d'école, ouais. Ah bon. Et on leur a dit, voilà, l'année prochaine, vous allez encore plus utiliser l'intelligence artificielle dans vos cours. Et ben, il y avait de tout. Et quand ils ont fait les démos, il n'y en a pas un, ils étaient 40. Il y a 40 sur 40 sont sortis scotchés et ils vont utiliser ces outils-là pour... Tu parles des profs, c'est-à-dire qu'il y a quand même une catégorie d'âge qui est proche de la nôtre, voire même en dessous. Et par contre, les étudiants, je suis sûr qu'ils sont tous dessus. Ah, les étudiants, c'est sûr. J'ai une question pour Fred. Oui. Je me rappelle que Fred, dans les premières émissions auxquelles même il tournait, il nous avait dit qu'il y avait une partie qui était réservée à l'intelligence artificielle sur les puces, même depuis le M1 peut-être même. Ioniq. Oui, depuis le M1, oui. Donc, en fait, c'est seulement maintenant qu'il l'utilise. En fait, vraiment, comme on peut... Non, mais l'utiliser un peu pour les petites choses. Mais est-ce que c'est pas seulement maintenant que ça va être utilisé ? Allez, brièvement, parce qu'on est très en retard. Non, mais ça m'interpelle. Ouais. Alors, ce qu'on a su, moi, ce que j'ai su dans le State of the Union, c'est que déjà, le modèle de langage, il est utilisé qu'avec le NPU. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est un super GPU. C'est un GPU qui est optimisé pour vraiment l'intelligence artificielle et donc il va bien fonctionner. Mais là, il va falloir ils vont l'utiliser beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il était sous-utilisé et je pense que là, il va être presque tout le temps au taquet. Ouais. Bah, c'est bien. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie que vous a proposée Apple la semaine dernière, au-delà de la question du sondage? On vous a posé la question, regardez les réactions sur Twitter. Une première réaction de Jean-Marc Ouvray qui répond oui, sauf le truc avec ChatGPT. Le truc, Jean-Marc. Non, mais il a raison, c'est vraiment le truc genre que Apple a déposé là, en disant bon, là on n'a pas terminé, on va vous mettre un hyperlink comme sur les sites, ouais. Vous allez passer à ChatGPT, là c'est comme vous désirez pour vos données en fait, parce que nous on n'est plus responsable. Et puis un jour, dans quelques mois, dans peut-être une année, ils vont vous dire bon, on a tellement évolué que maintenant on peut se passer de ChatGPT. Et c'est un aveu de faiblesse, moi je dis, mais bon. Et tu vois, dans Maps par exemple, au début on avait Google Maps. Maintenant, il y a Plan. Je ne sais pas combien vous êtes, vous, à l'utiliser. 0. Google Maps. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas un biberon préparé, là? D'ailleurs, il y a le même Damien sur le chat qui nous dit mais félicitations. Et ils sont pas il est pas seul. Pourquoi félicitations à Didier. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Non, je crois qu'il y a une cabale contre toi, mon cher Didier. Didier, tu nous aurais pas fait un bébé dans le dos? Non. C'est ça la vraie question. Mais stop. Bon, alors, vas-y, développe Plan. Mais qui utilise Plan autour de cette table? Personne. On attend des choses d'Apple qui se plantent tous les jours. Jamais. Et Plan, même c'est quoi ce mensonge? On parlait de moteur de recherche d'Apple. C'est tellement beau. Ah ouais, ça, quoi. Tu te fous de moi. Et Plan, t'as même pas toujours une version web non plus de Plan. Et c'est vrai que pourtant c'était pas des trucs, c'était pas de l'IA dessus. Didier, je pense qu'ils vont arriver à faire un chat GPT complet, tu vois. Et surtout avec la réactivité qu'on a pu tester récemment. Je pense que Jean-Marc, pour le connaître un petit peu, faisait référence aussi à la réaction de notre ami Elon Musk, qui est sans filtre, hein, vous le savez, et qui a dit, puisque c'est comme ça, plus d'iPhone chez moi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réaction, Didier? Non, bon, après, il a un peu des relents parce qu'il voulait acheter OpenAI, etc. Non, c'est toujours pareil avec Elon Musk, c'est qu'il te lâche des choses, puis en fait, bon, il y a un peu le côté, il veut faire réagir, etc. Fait ça, il est sorti. Mais en fait, l'iPhone est quand même le centre de ta vie maintenant, donc l'utilisation de l'IA avec l'ensemble de tes données, ça reste quand même un enjeu, et surtout quand tu as un iPhone en entreprise, tu as quand même des données sensibles. Tu te dis, si ça devient un réflexe d'utiliser ChatGPT pour toutes mes données sensibles, mais c'est un problème je pense qui existe déjà dans les boîtes aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire, tiens, vous avez plein de trucs confidentiels, est-ce que vous allez les filer à OpenAI? Les questions doivent se poser, j'imagine. Et puis, la nuance, c'est que Apple n'a pas écarté la possibilité de taper dans d'autres modèles de LLM. Oui. Mistral, Gemini, on verra. Olivier, Apple dit clairement que les données sémantiques, la base de données de notre vie qu'il y a sur l'iPhone, elle sera certes communiquée sur le cloud Apple et détruite immédiatement. C'est pas pour filer l'équivalent à ChatGPT. Jamais, vous verrez. Il va juste transmettre la requête. Mais quand vous allez demander, c'est là où l'intégration va être particulière, les gens vont se rendre compte que quand on l'envoie le truc chez Apple sur est-ce que ma mère, elle sera disponible demain et son avion, comme ils ont montré, son avion, etc., ça va marcher. Mais quand on va envoyer la requête sur Google
Google ou sur ChatGPT d'OpenAI, ça va être juste la question, est-ce que ma mère arrive demain avec l'avion et ChatGPT ne saura pas quoi répondre parce qu'il n'aura pas accès aux données. Alors, et ça, Google aura peut-être la réponse parce qu'il pourra croiser avec les infos de Gmail ou les infos d'Android. Par contre, c'est vrai qu'OpenAI serait un peu limité. C'est là l'importance de pouvoir se baser sur une infrastructure et sur un OS. Très vite. Très vite. Pour très info, vite. L'équipe m'a dit, Olivier, on a vu ton script. C'est court cette semaine. Je ne sais pas comment on va tenir 1 heure. On est sur le premier chapitre, on est déjà à 45 minutes. Il y a 6 chapitres dans l'émission, les amis. On peut pas faire 6 heures. Hein. D'accord. Très bien. Je vais juste dire qu'en fait, Electric Dreams, une très belle boîte. Très belle boîte, par exemple, peut prendre un accord entreprise avec OpenAI. Oui. En prenant cet accord entreprise, ils ont un silo. En utilisant toutes les capacités donc, du chat, mais simplement toutes les requêtes qui vont être faites vont être gardées dans ce silo. C'est-à-dire, par exemple, Olivier dira « Je voudrais que tu me fasses un petit texte de façon que j'écris d'habitude comme ça », ça sera ça qui va être repris tel quel et personne d'autre pourra le reprendre. Et c'est ce silo-là qu'on va avoir. C'est ce silo qu'on va avoir avec les possesseurs d'iPhone, parce que c'est un accord particulier qu'ils ont. Et c'est juste que ça va être démultiplié aux milliards d'iPhone, non pas milliards, mais aux centaines de millions d'iPhone qui se pourront l'utiliser. Allez, autre réaction sous Twitter après Jean-Marc, une réaction de Rémi Wérang, regardez alias Dark Linux tweet, non, il n'est pas convaincu, car on sort un LLM, soit on laisse cela aux spécialistes et l'argument sur la privacy avec les backdoors obligatoires ne tient pas la route. C'est quoi un spécialiste franchement, Rémi, il y a 3 ans, OpenAI, ça n'existait presque pas. Hein. Oui, les modèles de réseaux de neurones, etc., existaient déjà depuis maintenant des décennies. Apple les a exploités. Et s'il y avait un spécialiste du modèle neuronaux et qui n'a pas su prendre le virage, c'est une boîte qui s'appelait IBM. Hein. Mais bon, passons. Autre réaction sur Twitter de Cédric. Tu parlais de quoi ? IBM, c'est le précurseur en matière d'intelligence artificielle. Oui, et ils continuent, hein, ils ont Watson. Hein. Ils ont Watson, mais tu les vois beaucoup concurrencer Gemini et OpenAI dans le domaine de l'entreprise, ils sont très forts. Ils sont très forts, mais ils auraient pu se positionner comme un Google ou un Gemini, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Les fonctionnalités annoncées sont bien, mais ils vont sortir. C'est l'autre réaction Twitter de Cédric. Dans longtemps, surtout pour la compatibilité du français, le fossé peut encore se creuser avec la concurrence d'ici là. Donc, il y a aussi quand même des gens qui sont un petit peu frustrés, car effectivement, Apple est en retard. Apple semble l'assumer. Pas de dispo, Didier, pour le mois de septembre. Les nouveautés IA arriveront au fil de l'eau en anglais et au-delà peut-être beaucoup plus tard pour les langues un peu plus exotiques, dirons-nous. Je te donnerai la parole juste après. Ouais, en fait, plus le temps passe et plus on a des infos là-dessus sur la disponibilité même simplement dans la bêta pour les développeurs. Et on nous avait promis, tu vois, des choses cet été, mais c'est même pas dit que cet été on est vraiment une grande partie de tout ça. Peut-être parce que là on nous dit qu'en gros les vraies bêtas elles arriveront peut-être même que début d'année prochaine. Et du coup c'est pour ça que tout à l'heure on parlait du français. Le français, ça peut être dans plusieurs années quand même. Donc c'est vrai que concrètement, là, les gens qui nous regardent, ils auront peut-être rien en IA à moins de parler anglais. En 2025, c'est fait. Hein. Non, parce que le français, c'est une langue qui est très très parlée dans le monde, en Afrique, au Canada, en Asie, etc., Pacifique. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir une langue quand même qui est très très appréciée. Et il faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de chercheurs qui le font. Donc je pense que l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le chinois, évidemment, ça va aller. Par contre, si on est suédois, danois, effectivement, ça va être un peu plus compliqué, par exemple. Et tu as quand même aussi beaucoup de choses aujourd'hui, là encore, qui ont été annoncées il y a 2-3 ans, qui ne sont toujours pas disponibles en France. Ouais. Quoi, par exemple ? J'ai plus la liste, mais l'autre jour, j'ai regardé pas mal de choses qui étaient on va surveiller. Sur le site d'Apple, tu as des... Et tu le disais en préambule, Fred, il semble qu'il y ait pas mal d'iPhone qui soient exclus de cette Apple Intelligence en local. Tu nous as préparé une nouvelle slide pour l'illustrer. Ouais, je l'ai fait parce que j'ai fait une estimation, j'en parle pas mal de mon côté. C'est celle-là. Dans mon travail, c'est celle-là. En fait, je vous ai mis un petit peu les différentes puces qu'on avait. Vous voyez qu'au niveau RAM, effectivement, on était à 2-3 gigas pour l'iPhone 10, qui a été le premier. L'iPhone 10 a été le premier avec le 8 et 8 Plus à avoir un moteur neuronal. Ce dont on parlait tout à l'heure. Mais la RAM, vous voyez, en fait, elle a commencé vraiment à augmenter. En fait, l'année dernière, ils se sont réveillés. On a pris 2 gigas d'un seul coup. Comme c'est curieux. On est passé de 6 à 8. Comme c'est curieux. Intéressant.
Et sur le moteur neural, il est passé à 35 parce qu'il était capable, au lieu de traiter des chiffres à virgule flottante très très haute, il pouvait faire une qualité moindre, mais en traiter 2 fois plus. Et là aussi, au niveau hardware, sans revoir trop le NPU, ils ont réussi à multiplier par 2 la capacité. Donc je pense qu'ils avaient déjà ça en tête en sortant l'iPhone 15 Pro l'année dernière. Ouais. En complément de ce que tu dis, Fred, j'ai regardé la liste des téléphones qui étaient compatibles avec l'iOS 18. Et aux surprises, encore aujourd'hui, ce qui était pareil avec l'iOS 17, le iPhone SE2 est encore compatible pour l'iOS 18, ce qui est bien d'ailleurs pour les secondes mains. C'est le téléphone le plus intéressant si on veut acheter un iPhone pour 100 et quelques euros. C'est un très bon deal d'ailleurs à ce propos. Mais ils avaient bien précisé quand même lors de la démo qu'il n'y avait que le 15 Pro qui était disponible. Alors, donc, d'ailleurs, Stéphane, j'ai une collègue Delphine au travail qui voulait changer son iPhone récemment. Elle partait sur le 15. Je lui dis achète le Pro parce que si tu achètes le 15, tu vas vraiment avoir une séparation, ça vaut pas le coup. Ou alors tu attends les 16 et 16 Pro. Je suis sûr que les 16 et 16 Pro l'année prochaine auront 8 gigas. Et puis après tout, ça va être un argument de vente pour Apple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, pour conclure ce chapitre de près de 50 minutes, une réaction d'Axel Folly sur Twitter. Regardez, on l'appelle encore Twitter. Voilà, on est nostalgique. Salut à tous. Oui, j'ai été convaincu car Apple a intégré l'IA au système. Du coup, l'utilité de l'IA devient évidente et pratique. ChatGPT est très puissant, mais il fallait faire la démarche d'aller s'en servir. Soit, certes. Voilà pour ce premier chapitre qui mériterait une mission à lui seul sur les annonces d'IA et d'Apple Intelligence. On y reviendra dès que les fonctions sont disponibles. On les testera, même si ce sera en anglais. On passe tout de suite au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète et le site Mac Forever et la planète Apple. Et comme chaque semaine, c'est Didier Policani qui s'y colle. Je suis inquiet. Vous me mettez plus de bruitage là. Non. Sinon, je m'en vais. Mais non. Bon, on va commencer par l'appareil préféré de Stéphane Zipi, le Vision Pro, qui va s'empresser d'acheter quand il sortira en France. Exactement. Donc Apple, tu sais, travaillait soi-disant sur un Vision Pro 2, alors pas forcément disponible tout de suite, dans peut-être plusieurs années, qui serait une version un petit peu plus évoluée. Finalement, il semble, tu vois, peut-être que Meta leur donne un peu d'inspiration avec les millions de ventes, que Apple se dirait, tiens, peut-être qu'il faudrait faire une version un petit peu moins chère. Donc il plancherait là-dessus, ce qui serait à mon avis assez logique pour que ça sorte assez vite avec peut-être les écrans devant qui s'en vont, peut-être mettre du plastique au lieu de mettre de l'alu et du verre. Mais moi ça me paraît assez probable. Et moi j'aimerais bien même qu'ils aillent jusqu'à la lunette méta un peu, qu'ils exploitent des technos mais sur des produits beaucoup plus accessibles. S'ils veulent que ce soit popularisé, que les développeurs s'y intéressent, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix de toute façon. Et puis c'est vraiment pardon. Non, vas-y. Non, mais c'est vraiment le bon choix en fait que fait Apple ici. C'est clair et net en fait. Apple fait en sorte de pouvoir donner son... C'est au milieu. Apple décide, tu me perturbes, oui. Apple décide aujourd'hui de pouvoir, de façon anticipative, faire en sorte d'offrir un modèle de plus entrée de gamme, on va dire, pour que les développeurs et une majorité de personnes puissent accéder en fait au Vision non Pro. Je trouve ça une excellente idée. Je ne sais pas pour toi, Didier. Ouais. Déjà, il faudrait pouvoir que le Vision Pro soit vraiment pro, mais ça va être un autre débat. Après le Vision Pro, on parle du MacBook Pro. Je sens une certaine polarisation dans cette émission. Non, j'ai rien dit. J'en pense pas, moi. Après le Vision Pro, on parle du MacBook Pro. Ouais, ça m'agace parce que, vraiment, là, je trouve que, tu vois, moi, je viens de m'acheter le M3 Max, là, et tout. Et on nous parle déjà du M Pro, du MacBook Pro M4. Et non, mais en fait, quelque part, tu sais que on pourra refaire une émission là-dessus sur ces ordinateurs, mais moi, j'ai pas vu beaucoup de différence en pratique à prendre un M3 par rapport au M1. Et je suis étonné qu'Apple continue. Alors, c'est bien qu'il y ait de l'innovation, tout ça. Je suis hyper pour. Mais c'est vrai que pour le marché, c'est. Et en plus, c'est pas équitable. C'est-à-dire que tu as beaucoup de MacBook Pro, les Mac Studio, tu sais pas trop quand est-ce qu'ils sont mis à jour, les Mac Mini aussi.
Et les MacBook, là, tu as un iPad M4 alors que le MacBook Air M3 vient de sortir. Après, à la Fnac, tu as quasiment 4 générations de processeurs. Les gens ils se disent « Ah, mais le 4, il est mieux que le 3 ». Enfin, je trouve que ça crée de la confusion sur le marché, mais Tim Cook est royal pour ça, donc c'est du Tim Cook finalement. Effectivement. Si tu veux, je te raconte quand même une petite histoire. Et la personne va se reconnaître parce qu'il s'appelle Maxence. C'est simple, et je lui en veux énormément. Notre amitié en a fort pâti. À un moment donné, je m'étais dit, ouais, je pense que je vais acheter un nouveau MacBook Pro, etc. etc. Il me dit, mais oui, mais vas-y, etc. Je lui dis, non, je pense que le M2 va sortir. Il fait, non, vas-y, etc. Il me le commande. Donc c'était dans l'entreprise. Et le mien est arrivé. Le M1 Pro que je me trimballe depuis maintenant quelques années est arrivé le jour où le M2 est sorti. Mais tu connais pas la rubrique achat de Mac Forever où on te dit la probabilité de mise à jour des Mac Bah, si, j'aurais dû écouter. En ce moment, j'avoue qu'on est quand même un peu perdu. Parce que personne n'attendait l'iPad M4. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, en t'entendant, c'est vrai que ça avance, c'est bien la techno, mais on est censé quand même les garder quand même plusieurs années. Oui, non, mais on les garde, mais en tout cas, le renouvellement, on pensait que... C'est surtout que le M1 suffit à tout le monde. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu parles du M1 Pro, hein, tu ne parles pas du M1, du MacBook Pro. Non, du M1 avec un peu de giga de mémoire. M1 Pro Max, largement. Allez, on parle du DMA. Oui, bon, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène, parce que tu sais, on avait fait toute une émission là-dessus, on s'était dit quand même, Apple... Voilà, le DMA. Alors, le DMA, pour rappel, hein, c'est une législation européenne qui impose aux sociétés comme Apple, les grandes sociétés, d'ouvrir un petit peu plus leurs produits à des tiers et d'arrêter de bloquer le marché. Et c'est notamment le cas pour l'App Store. Tu sais qu'Apple propose des App Store tiers, etc. Enfin, je ne sais pas si vous en utilisez, mais pour l'instant, on a du mal à en voir vraiment l'intérêt immédiat. Mais la façon dont Apple a implémenté ça ne plaît pas beaucoup à l'Europe. Et malgré tout, il s'expose quand même à des sacrées amendes, parce que c'est 5% je crois du chiffre d'affaires mondial, donc ça rigole pas. Et pour les investisseurs aussi, j'imagine que c'est pas terrible, parce que ça empiète sur leur bénéfice d'action. Et du coup, Apple a quand même attendu au tournant. Et moi, je trouve ça... Bon, Laurent serait là, il dirait que c'est... J'anticipe déjà son commentaire, il dirait que c'est un scandale, etc. Mais l'air de rien, je trouve que la liberté pour le client, ça reste quand même assez intéressant aussi. Donc c'est un trade-off à trouver, quoi. On revient à Apple et à l'Apple Watch. Oui, alors tout comme moi, tu aimes bien les grands écrans, Olivier, surtout s'ils sont tactiles. Et l'Apple Watch X pourrait avoir un énorme écran. Ah, c'est bien pour tes yeux. On sait pas exactement, tu vois, combien ce serait, mais bon, ce serait plus gros que ça. Moi, je pense qu'on serait peut-être au niveau des Garmin en version en élargissant pour avoir des écrans carrés. Les Garmin, c'est quand même très très gros. Et il y a beaucoup de gens qui demandent ça quand même, hein, quand tu fais du sport, quand tu es sur tes skis et plus fine également, je crois. Watch. Oui, bon, ça c'est. Je connais quand même assez épaisse, l'Apple Watch, je ne veux pas dire, mais voilà. Et sachant que c'est à la rentrée le 10e anniversaire de la présentation de la première Apple Watch, donc on s'attend à des nouveautés et des évolutions plus fortes. Rappelle-toi, cette rumeur, elle a déjà 1 an ou 2, je crois. Hein, ouais, peut-être qu'elle met du temps à sortir, c'est comme l'IA. Après, on revient à l'IA, justement. Oui, alors on en a parlé en fait tout à l'heure. Hein, on apprend en fait chaque jour que toutes les fonctionnalités d'IA qui ont été présentées dans la keynote vont finalement devoir attendre. Et c'est vrai que peut-être qu'on aura quelques bribes cet été, mais là on est en train de nous dire que même en septembre, c'est pas sûr qu'on ait une bêta. Donc comme disait je sais plus qui tout à l'heure, effectivement attendez un petit peu d'acheter vos iPhones et le jour où il y aura de l'IA, je pense que tout le monde sera sans doute équipé. En tout cas peut-être chez nous. Mais c'est vrai qu'il disait ce qui allait arriver par exemple, ça allait être les espèces d'emojis, là je sais plus comment ils s'appellent. Genmoji. Genmoji. Moi, je me perds. Le nombre de terminologie marketing dans cette keynote, je n'en peux plus. Ça arrive à Didier, j'ose à peine imaginer pour tout à chacun. Mais c'est clair. Tu te rends compte? Merci beaucoup, Didier. C'était donc le Buzzomètre chaque semaine dans Refait le Mac et sur le site, bien sûr, Mac Forever. Bravo. Bravo. On vous a posé une deuxième question, sondage cette semaine pour iOS 18, qui est l'autre grand thème de cette émission. La question était simple, quelle est la nouvelle fonctionnalité d'iOS 18 que vous plébiscitez? On vous a proposé la personnalisation de l'interface, les SMS par satellite, la nouvelle app mot de passe ou le nouveau centre de contrôle. Et c'est la troisième, la nouvelle app... C'est ça?
Ouais, c'est ça. Qui est en tête devant, je vais mal avoir... La personnalisation de l'accueil. Ouais. Et les nouveaux centres de contrôle. Voilà. Étonnant comme réponse. On sent que notre audience est très pointue quand même. Mais ça, voilà, encore une réaction de regarder sur Twitter de Jean-Marc Ouvray. Siri avec Apple Intelligence, bien sûr. Donc lui, c'est là quand même. C'est l'évolution la plus importante d'iOS 18. En tout cas, nous, ce qui nous a semblé, c'est que ça faisait pendant 1 heure, lors de la keynote, il y a une dizaine de jours, on n'a jamais eu autant d'avancées, de nouveautés proposées dans une WWDC, car iOS 18, vous allez voir, fait totalement peau neuve. La personnalisation de l'interface, c'est vraiment ce qui a marqué et qu'on peut déjà tester si vous installez iOS 18. Alors là, c'est les bêtas pour les développeurs et dans quelques semaines, dans le courant du mois de juillet, on aura la bêta publique. On vous dira en fin d'émission si on vous conseille de l'installer ou pas. Alors, le placement des icônes, maintenant, ça change. Enfin, on peut les installer comme on veut. C'est ça, en gros, l'idée ? Voilà, ça copie Android. J'aimerais bien que tu développes un peu plus. Parce que le troll. Mais quoi? Je dis, excusez-moi, ça existe depuis des années. Non, mais si tu regardes au dictionnaire ou tu demandes à ChatGPT, c'est pareil. Tu regardes, tu dis, donnez-moi un synonyme de Stéphane, ou bien tu vois, tu te le fais à l'ancienne, un peu vintage dans le dictionnaire. Tu verras, il y a troll derrière. Alors on a une illustration, je crois, en régie. On vous a préparé quelques images et puis on basculera après sur l'iPhone de Christophe. Là, on voit typiquement que. Alors ça, c'est la première image. On a une autre juste après de mémoire, je crois. Oui, mais on voit la différence de taille des icônes. On peut remettre la précédente ? Oui. Donc, juste la précédente, s'il vous plaît. Oui, celle qui était juste voilà. On voit les icônes normales. Ce sont ce qu'ils appellent les petites icônes, et c'est accompagné du texte en dessous, du descriptif de l'application, du nom de l'application. Et puis quand on passe en grandes icônes, donc la suivante, là on va avoir en fait tout simplement une taille de la symbolique plus importante, ce qui est fort pratique parce que la plupart du temps on lit pas ce qu'il y a en dessous. Et par contre effectivement le titre, le nom de l'application, on le retrouve plus, ce qui donne une vue assez épurée. Qui finalement est assez plaisante, je trouve. Je peux juste finir ma phrase, c'est comme Android, mais Apple fait mieux. Voilà, c'est très court, mais prenez des prises. On va prendre ça comme du rattrapage aux branches. Mais l'idée, quoi, non, pas du tout. Je sais pas si je crois qu'on a une autre image en régie. L'idée, c'est pouvoir disposer où on veut ces icônes. Exactement. D'ailleurs, en fait, sur l'image que la régie nous avait montrée, l'une des 2 images que la régie nous avait montrées, on voit que d'un côté, voilà, c'est une autre image. Donc, effectivement, on perçoit qu'on peut mettre les widgets et les applications, et surtout qu'on va pouvoir coloriser, donner un thème de couleur aux applications. Si par contre la régie veut bien revenir en arrière sur l'une des précédentes images, on va... Voilà, merci beaucoup, vous êtes au top. On voit ici par exemple l'application YouTube et l'application horloge qui est d'un côté et de l'autre sans pour autant avoir des applications entre eux. Et donc on peut vraiment venir positionner sur la grille l'application là où on le désire. Donc beau à Charleroi. Il fait beau à Charleroi. Ouais. Mais bon, c'est une capture d'écran. Tu nous fais une petite démo en direct, s'il te plaît ? Oui, je pense. Si la régie veut basculer sur l'iPhone de notre ami Christophe. Avec grand plaisir en tous les cas. Ce qu'on peut vous montrer donc ici, c'est vraiment le smartphone que j'ai entre les mains, que vous voyez, qui est le mien par ailleurs. Et tout simplement, pour customiser, pour faire en sorte de venir modifier selon vos goûts l'interface d'iOS, vous allez pouvoir juste cliquez, vous maintenez appuyé tout simplement votre doigt sur l'écran. Là, il y a tout qui tremble comme à l'habitude d'iOS. Mais on va pouvoir aller sélectionner le petit bouton en haut à gauche qui s'appelle « Modifier ». Et on va pouvoir soit ajouter un widget, soit personnaliser. Je vais dans personnaliser. Et puis là, on voit en face de nous la possibilité de passer des petites icônes aux grandes icônes. Donc ça, c'est vraiment assez simple et plutôt sympa. Donc je reviens sur les petites icônes, par exemple. On va pouvoir avoir un mode automatique. Le mode automatique, c'est le fait que le téléphone va passer du mode sombre, que je peux vous montrer, qui est d'ailleurs le mode actuel, au mode clair, en fonction des moments de la journée, de la luminosité ambiante. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Et puis après, il y a une autre fonctionnalité qui, aujourd'hui, c'est une version bêta, donc on ne peut pas trop les critiquer non plus, mais effectivement, si j'appuie sur
teinter. Il va teinter l'ensemble de mes icônes et puis je vais pouvoir sélectionner la couleur que je désire. Ça met quelques petites secondes avant de s'adapter. Hein. Donc, par exemple, si je sélectionne en bleu, là, on voit que c'est directement appliqué. Par contre, si je vais sur les autres icônes, il l'a fait aussi cette fois-ci. Et parfois, tout simplement, l'icône disparaît pour quelques secondes, le temps d'appliquer la nouvelle thématique de couleur. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire. Et puis, si je veux, par exemple, prendre cette petite icône Ferrari, tu connais Ferrari? Oui, je connais. Voilà. Ça gagne pas beaucoup de grands prix, mais je vais pouvoir le sélectionner, puis venir le déposer. Venir déposer l'icône là où je désire sur la grille. Donc je peux la positionner par exemple à côté de F1, ce que j'aurais pu faire. Et puis tout simplement stabiliser l'ensemble de mes applications en appuyant sur OK. Donc là, on vous a bien compris qu'Apple laisse totalement la liberté de la personnalisation d'interface, ce qui n'est pas très dans l'ADN d'Apple. Ça, c'est étonnant, parce qu'ils aient toujours refusé à le faire. C'est contrôlé quand même, c'est dans un cadre. Ouais. Et on a quelques exemples de capture d'écran, de colorisation, notamment des images que nous a fournies Apple qui sont assez jolies. Alors, en gros, ça permet quoi, Stéphane, si tu veux commenter les images qu'on va diffuser? De mémoire, c'est des images qui sont toutes rouges en régie. Voilà. Donc on attend qu'elle se charge. Si vous l'avez. Non. Toujours pour la partie colorisation. Je crois que c'est la 25, les amis. On peut vraiment créer des œuvres d'art à part entière. Ouais, c'est ça. Où, effectivement, là, on voit d'autres captures d'écran. Mais justement, prenez conscience que ça, c'est normalement l'interface habituelle. Et que quand on passe à une thématique de couleur avec un fond d'écran dans la même thématique de couleur, etc., on peut vraiment faire des choses très, très jolies. Bon, moi, c'est pas très joli, je suis désolé. Non, on ne voit pas grand-chose. Hein. Tu es trop loin. Mais on a une image numéro 25 et l'image numéro 26 pour info en régie, si vous voulez la diffuser. Voilà. Qui est vraiment parlante. Voilà, la 26 regarde en doré, c'est-à-dire qu'on peut vraiment assortir. Alors c'est un détail. C'est ça. Mais les beaux cheveux blonds et les icônes, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est assez. Non, mais c'est sûr que cette chose-là, cette ultra personnalisation, en plus comme elle nous a été présentée au quart de tour quand même. C'était rarement que Apple a présenté des fonctionnalités d'un OS comme ça depuis des années, parce qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à dire également. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on doit repasser du temps pour expliquer que c'est quand même quelque chose auquel on va s'amuser. On va peut-être y passer plus de temps. Ça a commencé dans l'OS précédent où on pouvait vraiment dans les OS précédents, où on pouvait personnaliser et avoir plusieurs types d'écrans. Là vraiment, on va voir qu'on va commencer à s'amuser. Et je pense que les artistes en herbe vont peut-être émerger. L'autre mode qui arrive, qui existe. Il y avait un mode nuit dans l'iPhone, mais il n'y avait pas un mode dark. Qu'est-ce que c'est que ce mode dark? Donc, effectivement, c'est la possibilité, comme je le montrais à l'instant, on peut repasser peut-être sur des images déjà. Voilà. Oui, ou bien voilà. Là, c'est un mode dark. Ça, c'est le mode dark. Tout simplement, on voit que le fond des icônes est en majorité de couleur foncée, sombre, ce qui repose malgré tout tes yeux parce que tu as moins de luminosité quand tu es dans un environnement qui est moins éclairé. Et donc voilà, mais ça c'est quelques exemples qu'on a construits pour ce mode dark, c'est-à-dire que c'est comme pour le mode nuit, là tu as le mode également, un mode dark mais avec la possibilité de coloriser différemment les applications, donc c'est assez original. Il se déclenche comment? C'est automatique, c'est-à-dire à une heure de la nuit, à une heure de la journée, ça passe en mode dark ou c'est... Donc selon moi, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester dans tous les cas, c'est en fonction de la luminosité, est-ce que tu vas te trouver dans la soirée et que tu vas être moins éclairé un peu comme le mode nuit, ça semble assez logique. Exactement. Voilà, à moins qu'on privilégie un mode en fonction de ses goûts et qu'on veut épurer au maximum. Donc ça, c'était pour la personnalisation de l'interface de Springboard, comme on disait autrefois, je ne sais pas si on le dit encore, d'iOS, qui permet vraiment beaucoup plus de liberté, à l'instar d'un Android. L'autre grande avancée qu'on attendait depuis longtemps, c'est le nouveau centre de contrôle, Stéphane, Christophe. Il a été repensé, et il est totalement encore plus personnalisable. Je crois que là, on est au maximum de la personnalisation. On s'y perd parfois même un peu, je trouve. Mais... Donc en gros, si on peut peut-être revenir sur mon iPhone. Alors attends, regarde, il permet d'accéder à une nouvelle commande, et on l'a vu brièvement, jusqu'à vraiment beaucoup plus loin pour la lecture des contenus multimédia. On va peut-être basculer effectivement sur ton iPhone. Donc effectivement, si on bascule sur l'iPhone, on voit qu'on va pouvoir venir chercher le centre de contrôle comme à notre habitude, sauf que cette fois-ci, on a quelque chose de vraiment déroulant, on va dire. Donc on a le centre de contrôle habituel. Si je fais défiler, je vais pouvoir passer sur, par exemple, une lecture sur Apple Music. Je vais pouvoir continuer et arriver sur la partie Home, ce qui est super intéressant, on en reparlera à un autre moment, mais d'avoir tout son centre névralgique et ses raccourcis à partir
partir de cet emplacement-là. On peut accéder à Wallet en français, j'ai oublié le nom. Portefeuille, voilà. je ne sais plus comment on appelle ça. Et puis après, en dessous, on a vraiment l'ensemble des modes. Donc, je vais pouvoir désactiver le Bluetooth, le réactiver, activer le Wi-Fi, etc., etc. Donc, c'est vraiment assez sympathique. Ensuite, parce que c'est pas tout, il y a aussi une chose supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir faire exactement de la même façon. Olivier, tiens-toi bien. On va pouvoir faire exactement de la même façon que ce qu'on avait fait sur les interfaces précédentes, à savoir le home screen. Je laisse appuyer mon doigt et puis là, je vais pouvoir venir positionner comme je le désire mes différentes fonctionnalités. Je vais pouvoir aussi me dire, ici, j'ai le chronomètre, j'aimerais bien étendre ce widget et avoir sa version plus importante. Je vais pouvoir le faire sans aucun problème. Et ça, c'est tout à fait... Avant, on n'avait que des widgets, des tailles qui nous étaient imposées et une liste limitée d'éléments à mettre dans son sens. Exactement. Donc, c'est vraiment super intéressant, hyper rafraîchissant, très franchement. C'est faire en sorte que votre iPhone, votre smartphone vous ressemble et ressemble à vos usages. Et à nouveau, dans la thématique de l'intelligence artificielle, on parlait de contextualisation. Là, mine de rien, dans l'expérience utilisateur, au niveau de l'interface utilisateur, on parle à nouveau de contextualisation. Et ça, c'est beau. Alors, autre avancée importante, on a vu le Springboard, on a vu donc le bureau qui permet d'installer les applications qu'on voulait, on a vu que le centre de contrôle évolue. Maintenant, parlons de l'écran verrouillé qui est également plus personnalisable, les amis. On a une petite vidéo pour ça, regardez. Effectivement, donc tout simplement, les deux icônes qui se trouvent dans le bas à gauche et à droite de l'écran du smartphone, sur l'écran de verrouillage, on va pouvoir faire en sorte que ce soit différents raccourcis si jamais on le désire. Donc si tu n'as pas envie, toi Olivier, d'avoir la lampe de poche, tu n'es pas obligé, tu peux peut-être mettre autre chose à la place. Par exemple, une prise de notes, pourquoi pas, ou de l'autre côté, passer dans un mode... Snapchat. Ouvrir Snapchat par exemple. Tu peux intégrer n'importe quelle petite application ou ça doit être pris en charge? Ça doit être pris en charge en fait par le système de Apple, mais il va te présenter en fait les applications qui vont bien en fonction de là où tu vas pouvoir positionner les icônes. On a une question, regardez, de Mano sur Twitter. Détail d'iOS 18, une animation pour les boutons physiques de l'iPhone qui apparaît sur le bord de l'écran lorsqu'on appuie dessus au niveau du bouton pressé. J'aime quand Apple fait dans le détail. Mais peut-être est-ce que c'est préparé au bouton capacitif de l'iPhone 16. Tu nous as préparé une petite vidéo pour illustrer ça. C'est-à-dire quand on appuie maintenant sur le bouton de volume, concrètement, ça déforme un petit peu l'image, c'est ça? C'est ça, c'est comme si tout simplement tu venais appuyer physiquement. C'est ce que tu fais. Tu viens appuyer sur le côté de l'écran et tu vois légèrement, on vous le remontrera peut-être en repassant sur mon smartphone après, mais le côté de l'écran vient se déformer légèrement et ça donne vraiment cette impression hyper satisfaisante que l'on est en train d'appuyer sur l'écran et qu'il y a vraiment quelque chose qui réagit. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en interface utilisateur l'effet feedback. On a ce feedback de se dire « Ah, ça fait plaisir, on a appuyé et on en a le résultat directement. » On revient un petit peu aux bases du scomorphisme, j'ai l'impression, avec ce type de choses. On est loin dans les purs, Didier, qu'imposait Jonathan Ive dans iOS 7, déjà, si je me souviens bien. On est vraiment dans quelque chose qui on appuie sur un bouton, ça a une influence bien concrète. Oui, mais comme disait le lecteur, c'est aussi du petit détail qui tranche. Moi, j'aime bien que Apple quand même se libère petit à petit justement nous laisse un peu personnaliser nos appareils. Ce qui n'était pas le cas sous Steve Jobs, rappelle-toi, tout juste tu avais le droit, je crois au début tu pouvais même pas changer le fond d'écran. Parce que Apple te disait vaut mieux avoir un truc beau que des trucs de Jackie partout. Et d'ailleurs, quand tu vois certaines interfaces, tu te dis si Steve était là, je pense qu'il se retournerait sûrement un petit peu dans sa tombe. Alors, Stéphane, c'est ça. C'est un jugement par rapport à mon téléphone, Didier? Ah non. Et quel Stéphane? Non, mais un logo Ferrari où tu changes la couleur, c'est illégal, on est d'accord. Non, on ne peut pas toucher au logo Ferrari. Mais par contre, moi j'ai noté quand même des petites fautes d'ergonomie de temps en temps. Par exemple, le centre de contrôle, quand tu le personnalises, tu sais, quand tu l'ouvres, moi j'aimais bien, par exemple, tu règles le Wi-Fi et j'appuyais juste au-dessus pour le fermer. Et maintenant, tu as ce petit plus et éteindre le téléphone. J'arrête pas d'appuyer là-dessus. J'espère qu'ils vont enlever ce truc. Oui, c'est une bêta. En fait, maintenant, il faut le fermer en reprenant comme une appli vers le bas. Faut que tu envoies un feedback. Faut que tu envoies un feedback, Didier, je pense. Sinon, ils vont le garder.
Regardez cette réaction. On va parler après peut-être de l'application photo, mais un autre truc aussi, tu vois, on parlait de la home à l'instant, là, de l'écran verrouillé, pardon. Et l'écran verrouillé, j'aimerais mettre plus qu'une ou deux icônes. J'aimerais mettre des widgets, j'aimerais vraiment le personnaliser. Et ça, ils le proposent toujours pas. Mais en fait, on t'en donne que petit à petit. Tu vois, Android fait ça depuis 10 ans et Apple est généreux. À chaque fois, tu as droit à une petite fonction chaque année quand même. Alors, regarde cette réaction de Steven Klimovic sur X. On est toujours dans le cosmétique et les changements de couleur. Voilà, rien de révolutionnaire qui va faire une réelle différence. Un double écran, un doublement de l'autonomie, un appareil qui chauffe moins car est difficilement utilisable dans les pays chauds serait plus apprécié. Évidemment, là, on est dans le logiciel. Hein. L'émission, encore une fois, avec Bertrand Salé est très intéressante qu'on a enregistrée ce matin et qui sera diffusée dans quelques semaines, parce qu'il explique comment, à un moment donné, en matière de fonctionnalité, on atteint un plafond de verre et qu'il est difficile de révolutionner un système d'exploitation parce qu'on a intégré les principales fonctionnalités et souvent, c'est de l'incrémental. Ce qui est intéressant, on est vraiment à un tournant aujourd'hui avec l'IA, c'est que ça oblige Apple à tous les niveaux de ses applications, à tous les niveaux de ses services, à tous les niveaux de son système d'exploitation, à intégrer ces fonctionnalités et ça les oblige à reprendre des chantiers qu'ils avaient laissés de côté depuis des années. Donc c'est intéressant et assez revigorant. La personnalisation et les interfaces, c'était une belle avancée d'iOS 18. On continue sur iOS 18 et on parle de sécurité. Vous l'avez plébiscité dans notre sondage, un OS beaucoup plus sûr, notamment grâce à une nouvelle app mot de passe. Qu'est-ce que ça change vraiment, les amis, vous qui l'avez utilisé au quotidien depuis quelques jours? L'app mot de passe, c'est vraiment le centre névralgique de la sécurité de ton smartphone Apple. Mais cette fois-ci, ça a été complètement redesigné, ça a été refait. C'est le trousseau redesigné. C'était le trousseau qui a été redesigné et où on voit directement que quand on arrive sur l'interface, merci la régie, on a effectivement toutes ces icônes de segments, ces segments pour mieux organiser tout simplement l'ensemble de ces mots de passe et tout ce qui touche un petit peu à la sécurité. Et surtout, on voit aussi, si vous voulez bien revenir juste encore un petit peu en arrière, s'il vous plaît, on a effectivement la partie sécurité qui me dit par exemple en fait sur ce smartphone que j'ai potentiellement 400 mots de passe qui sont compromis. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement visuel. On en parlera après, mais il y a quand même un petit titre qui, moi, me fait de l'œil, qui s'appelle Groupe partagé. Et on a commencé dans On refait le Mac à l'utiliser. Justement, c'est ça qui est intéressant. Je vais le montrer peut-être avec le partage ton écran. Si tu mets repartage ton écran, mais c'est vrai qu'il y a dedans, partager les mots de passe avec votre famille. C'est-à-dire qu'en gros, sans les données, vous les communiquez directement si vous êtes en partage familial. Comme aujourd'hui, on partage un code Wi-Fi automatiquement. Exactement, là, ce sera d'autres choses, des comptes Netflix ou autres qu'on peut éventuellement partager très régulièrement. Voilà, on peut le faire sans aucun problème. Donc là, on voit la liste des applications et des mots de passe afférents. Donc la présentation est quand même beaucoup plus simple qu'auparavant. Tout à fait. Et donc, partager, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est ça, exactement. Tu vas pouvoir partager avec tes proches, avec tes collaborateurs, un ensemble de mots de passe. Globalement, c'est ce que, par exemple, fait OnePassword, c'est ce que font d'autres. Dashlane. Voilà, ce genre de... ce qu'on appelle les password managers, sauf que ici, c'est inclus dans ton système, c'est hyper transparent. À nouveau, souvent, quand il y a une keynote de Apple, on dit souvent qu'il y a du sang un peu partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tas d'entreprises ou de startups qui voient son produit, soit tout simplement, ils sont challengés par Apple. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que l'utilisateur puisse télécharger ton application parce qu'elle est suffisamment valorisée en termes de valeur ajoutée par rapport à celle de Apple, ou bien alors tout simplement ils se font manger. Donc ça c'est un petit peu ce que Apple nous a fait avec mot de passe. Si la régie veut bien revenir sur mon téléphone, on va pouvoir montrer en quelques clics, en quelques toucher plutôt, à quoi ça ressemble. Donc on a vraiment cette application mot de passe. Je la touche. On voit effectivement que le téléphone a d'abord reconnu par Face ID mon visage. Et évidemment, c'est le centre névralgique de la sécurité. Ce serait dommage qu'il n'en soit pas autrement. On voit un ensemble de catégories, donc exactement comme on le voyait sur le screenshot, sur la capture d'écran. Et puis surtout, en bas, ici, on a groupe partagé sur lequel je peux cliquer. Ça s'appelle Electric Dreams. Et on va dévoiler l'ensemble des mots de passe en fait, de notre ami Olivier. Non, je rigole. On vous a juste fait un exemple avec Twitch qui est partagé entre, par exemple, Laurent et Olivier. Promis Stéphane, je t'ajoute à la liste dès que tu as iOS 18. Et sur lequel, en fait, on a le mot de passe de la chaîne Twitch
Parce qu'effectivement, on est une chaîne Twitch sur laquelle on va de temps en temps faire des lives en même temps que sur YouTube. Donc ça, c'était le petit placement qui va bien. Et comment ça se fait? En quelques touchés, on a une icône en bas à gauche, on appuie dessus, on voit apparaître tout simplement le nom du groupe. Je l'appelle test, ce qu'il faut a priori jamais faire en démo, mais c'est pas grave. J'ajoute une personne, je vais dire, allez, Olivier, et puis j'ajoute cette personne. Fayot. Et puis je vais créer il reviendra. C'est pas le bon Olivier. Et là, je vais partager les mots de passe, qui vont bien avec le Olivier en question. Bon, c'est pas le bon Olivier. Alors, restant dans le domaine de la sécurité, tu parlais à l'instant de Face ID et de la vie privée. Avec iOS 18, il est possible de verrouiller des apps, voire de les cacher grâce à Face ID. Hein. Effectivement, là aussi, on peut peut-être revenir sur mon smartphone. On a déjà quelques images que tu nous as préparées, et puis on reviendra sur... Tu vois, donc là, par exemple, tu l'as fait pour Discord. Oui, pour Discord, tu peux très bien te dire à un moment donné... Parce que c'est vrai que c'est le cas de figure. Je recontextualise juste avant de continuer de diverger. Le truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux prêter ton smartphone à un pote qui veut appeler, qui veut peut-être aller voir un truc sur Safari, etc. Et peut-être qu'à l'intérieur, tu te dis, bah oui, mais moi, j'ai pas envie qu'il aille dans mon Discord, j'ai pas envie qu'il aille certainement pas dans mes mots de passe, etc. Tu peux protéger chacune des portes qui donnent à tes applications. Tu vas pouvoir les protéger grâce à une clé virtuelle, évidemment, et ça peut se faire assez facilement. Je peux vous montrer en quelques secondes à partir du smartphone, à nouveau, tout simplement, qui vous est partagé. Donc, imaginons, par exemple, qu'on veuille protéger, pour une raison qui nous est propre, Chrome. Voilà. Je vais pouvoir demander de faire une demande pour requérir à Face ID. Par exemple. Et donc, je vais lui dire, il me faut Face ID pour pouvoir ouvrir Chrome, tout simplement. Ça, c'est quand même assez sympa. J'appuie sur Chrome, il me reconnaît, et puis là, je peux aller à l'intérieur. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça très, très bien. Bon. Simple, pointu, précis. Ça va même plus loin, avec la possibilité, Christophe, de cacher certaines applications, carrément. Oui, c'est ça. De la même façon qu'on vient effectivement de protéger une application, on va pouvoir également la cacher. On peut en quelques clics le faire. Je peux également vous le montrer si la régie veut bien partager le smartphone à l'écran. Tout simplement, je me dis que Chrome, ou Horloge, j'ai pas envie de le voir forcément. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement cacher l'application. Il vaut mieux cacher l'heure, vu la durée de cette émission. Oui, c'est ça. Ou alors, tout simplement, le faire également pour Chrome sans aucun souci. Par contre, c'est vrai que cette interface change et évolue. On voit par exemple le petit bouton de recherche en bas, etc. Et on voit que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Donc, si on va sur YouTube, là aussi, je diverge, on va voir ORLM, évidemment. Quelle belle émission. Bien entendu. Je lance ORLM et puis je sors de l'application. Et tout simplement, je me retrouve... iOS V1, avec la petite fenêtre de YouTube, donc ça c'est normal, de YouTube Premium, sauf qu'ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il y avait le bouton de recherche, donc il est recouvert par exemple. C'est le genre de petite chose qui va sans doute être, au fur et à mesure du temps, amélioré, bien entendu. Allez, un petit avis de Didier, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, et Fred, s'il veut réagir à ces interfaces qui évoluent vraiment beaucoup et ces fonctions de sécurité. Ouais, encore une fois, je vais commencer. Les fonctions de sécurité sont vraiment au cœur d'Apple. C'est vraiment leur point fort. Et on voit qu'en fait, ça bénéficie à tous les acteurs. On voit les développeurs tiers qui protègent les applications, parce qu'il y a des logins, des passwords, ils font Face ID. Là, tout le monde peut avoir Face ID sans se prendre la tête. Quand on est développeur, on n'est pas obligé d'ajouter ses briques soi-même. Donc, moi, j'adore. Je trouve ça très, très bien. Didier? Eh bien, écoute, je trouve qu'en fait, ils n'ont pas sorti des milliards de trucs, mais c'est quand même beaucoup de trucs sympas et utiles au quotidien. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les versions d'iOS où des fois ils cherchaient des fonctions pour la fonction, des trucs qui sont enterrés. Et du coup, je trouve ça assez cool. Au quotidien, moi, il y a plein de trucs que je trouve bien. Et franchement, le fait de protéger tes photos par Face ID, par exemple, de se dire, tiens, tu prêtes ton téléphone et personne ne peut aller voir tes photos perso, machin, tes enfants, j'en sais rien, c'est bien, quoi. Enfin, je trouve que aujourd'hui, c'est des choses qui manquent. Tu sais, tu te dis,
ils commencent à faire des fonctions comme ça. Peut-être qu'on aura bientôt les sessions dans l'iPad. Enfin, tous les trucs qu'on demande depuis pas mal d'années, comme ça finit par arriver. Quand ils ont un peu rien, ils se disent ah bah tiens, si on faisait les trucs que les gens demandent, ah bah cool. Allez, on continue avec Didier, quand tu fais des surprises à ta femme ou à tes enfants, mais ils consultent ton iPhone, etc. Et tu veux cacher certains trucs, etc. J'ai eu le cas avec l'anniversaire d'une collègue. On filmait des trucs pour elle. C'était des pizzas à l'ananas. Voilà. Ouais, joyeux événement, mais tu veux pas dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, on continue avec les avancées d'iOS et on parle de messages qui montent. Allez voir, ils montent très haut dans le ciel. Je crois que ça veut dire, Didier, que la régie s'impatiente. Didier, message monte dans le ciel. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Eh bien, écoute, j'aurais bien aimé tester cette fonctionnalité, mais cette fonctionnalité n'est pas présente. Donc maintenant, tu vas pouvoir envoyer des messages via le satellite. Alors, c'est le satellite d'Apple, donc il est un peu plus lent, mais pour les messages, c'est pas très grave parce que t'es pas à la seconde près. Mais effectivement, alors nous, en fait, ça nous concerne très peu, parce que c'est rare en France que enfin en Europe même, que t'aies pas de connectivité du tout. Mais imagine, je sais pas, tu fais le Mont Blanc ou tu vas dans 2-3 en Corse, 2-3 coins en Corse. Je pense qu'en Corse, voilà. Ça peut nous être bien utile, crois-moi. Je crois que j'avais même pas de 2G, je crois. Mais non, mais aux US, c'est leur quotidien de ne pas avoir de réseau. Même oui, au cœur de San Francisco. Ils n'ont pas des populations enfin des territoires qui sont très denses, comme c'est le cas. Mais à Yosemite, par exemple, tu rentres à Yosemite, pendant 2 jours, tu n'as plus de réseau. Tous les parcs, tu n'as aucun réseau du tout, quoi. Donc on avait déjà cette fonctionnalité qui était réservée, Didier, aux appels d'urgence, enfin aux messages d'urgence. L'interface nous imposait d'ailleurs ne laissait pas le choix de mettre ce qu'on pouvait. On décrivait et on répondait. D'ailleurs, c'est pour simplifier, si on est un petit peu dans les vapes, pour simplifier l'envoi d'appel. Là, on a la possibilité d'envoyer des messages comme si c'était des messages par un réseau classique cellulaire. Oui, par contre, on n'a pas les infos sur combien ça pourrait coûter potentiellement. Et pour l'instant, c'est que aux États-Unis. Tu vois, on parlait des fonctions tout à l'heure. Ça, oui, c'est sûr. Oui. Donc on l'a vu brièvement tout à l'heure, c'est Dynamic Island, donc a priori il faut un iPhone 14 ou un iPhone 15 minimum pour être compatible avec cette fonction, et puis demain l'iPhone 16 qui permet donc de vérifier la présence du signal du satellite et de pouvoir commencer à discuter, et on peut envoyer effectivement des messages comme s'il s'agissait d'un réseau cellulaire classique. C'est réservé, tu l'as dit, aux États-Unis, et pour l'instant c'est gratuit. Ce qu'on sait à ce jour, d'après ce que j'ai compris, c'est que l'offre reste offerte pendant 2 ans après l'activation d'un iPhone compatible. C'était déjà le cas pour l'application SOS il y a 2 ans, et l'année dernière Apple a rajouté encore 1 an, donc il n'est pas sûr que ça soit payant tout de suite. Dans un Apple One, ça aurait du sens de l'intégrer concrètement. Autre avancée, on reste avec toi Didier, ou si quelqu'un d'autre veut réagir, c'est la gestion dans Message du format RCS. On en a beaucoup parlé en amont de la keynote. Apple a été discret sur ce sujet-là. Pourquoi c'est important RCS, Didier ? Eh ben, RCS, en fait, c'est un peu le iMessage d'Android, en gros, puisque c'est le standard des SMS qu'Apple n'utilise pas, puisqu'elle utilise en priorité les iMessages qui ont toutes les nouvelles fonctionnalités, comme là d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler après, oui, mais juste après. On a des petites nouveautés. Donc, effectivement, c'est un peu le combat bulle bleue contre bulle verte qui sévit beaucoup, même à coup de publicité interposée. En fait, Google on a un peu marre de ces iMessages parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut dans RCS pour faire la même chose. Et tu sais que Steve Jobs avait dit ouais, FaceTime sera ouvert, tout ça. Et finalement, chacun dans sa chambre. et en fait, là, ils traînent des pieds. Alors, non seulement, pareil, RCS, c'est pas dispo dans la bêta. Et apparemment, ce sera que partiellement disponible dans les mois à venir, dans les bêtas. Donc, ils y vont vraiment à reculons, quoi. C'est dommage parce que quelque part aujourd'hui, iMessage, tout ça, c'est pas des trucs. Je sais pas, tu vois, c'est casse-pied de pas l'avoir, mais est-ce qu'on devrait pas un peu uniformiser tout ça là et avoir un peu tous les mêmes messages ouais. De toute façon, je pense que encore une fois, une certaine législation. Le gagnant, c'est WhatsApp. Oui, mais encore une fois, une législation européenne va l'imposer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez eu, toujours resté dans le message, l'occasion, les amis, de tester les nouveaux effets textuels qui sont au menu? On a une petite vidéo, on l'a vu passer brièvement tout à l'heure.
Oui, et effectivement, tu vois, Olivier, la vie, c'est ce qu'on disait, elle est faite de détails. Et c'est là où c'est hyper important et où Apple est très fort, c'est d'aller chercher les détails où il le faut. Là, par exemple, en fait, dans l'app de messagerie, on va pouvoir sélectionner un mot et et indiquer à son smartphone des effets qui sont propres au mot. Donc, je vais pouvoir faire trembler le mot si je te dis Olivier, t'as peur ou un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'est super sympa. Donc, auparavant, c'était tout le message qui était traité. Là, ça peut être juste un mot. C'est juste un mot. Alors, le truc qui est marrant, c'est que j'ai encore des potes qui sont très vintage et qui sont sous iOS 17 et qui, eux, ne voient pas du tout, en fait, quand je vais sélectionner un mot, etc. Donc, il y a cet effet pour toi. Toi, tu as l'impression que tu l'as envoyé, mais forcément, en fait, comme eux n'ont pas encore le nouvel operating system de Apple, ils ne le voient pas. Mais c'est très sympa. Moins spectaculaire, Stéphane, la possibilité de mettre en forme également des mots, mais de les personnaliser dans une phrase. En gras ou en italique, comme ça existe déjà dans certaines messageries que je nommerai pas, qui se commencent par un W et finit par WhatsApp. Oui. Voilà. Et donc on peut barrer ce qu'on voit dans l'image, exactement. Souligner. Voilà, donc il y a un léger rattrapage par rapport à ça, même si moi, je pense que le rattrapage qui manque, c'est ce fameux truc pour l'archivage et le reply, les replies. C'est pas encore au point. C'est pas tout à fait au point encore. J'ai du mal, moi. Même dans WhatsApp, j'ai du mal. Ah bon les tabbacks, ils sont jolis. C'est des icônes un peu changées. On peut mettre n'importe quel emoji après ou autocollant. Donc là, il n'y a pas d'IA là-dedans pour te pousser automatiquement un emoji Non, j'ai pas remarqué. Il n'y a pas de contextualisation. En tout cas, pas actuellement. Encore une fois, c'est quelque chose qui va monter progressivement en puissance. Et puis, dernier point pour message, possibilité de programmer un message, c'est-à-dire tout simplement. C'est ce que je disais la dernière fois. Moi, j'oublie jamais un anniversaire. Ouais. Mais pour ceux, par exemple... Pour ceux qui oublient des anniversaires de potes, c'est assez simple de pouvoir se dire je vais envoyer un message à l'avance, un an à l'avance, et programmer pour telle date pour que la personne le reçoive pour son anniversaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la déshumanisation. Ok. Il y a eu beaucoup de démos de traduction. Brièvement, Didier, tu as testé un petit peu, tu as senti une amélioration à la fois pour la dictée vocale, pour la trad à la volée. On sait que c'est une force, notamment de Gemini et d'OpenAI aujourd'hui. Pas du tout, c'est nul. Et vraiment, c'est nul. Tout ce qui est dictée trad et tout d'Apple, je trouve ça nul. Voilà, j'ai aucun autre. Pour l'instant, on n'a pas la matérialisation. Ah non, puis c'est... Ouais. Franchement, la dictée, on est quand même beaucoup à l'utiliser. Moi, je suis surpris de ça, qu'ils ne mettent pas plus d'énergie comme Siri. C'est vraiment... En fait, tu as l'impression que c'est la dictée d'il y a 15 ans, quoi. Alors, autre question, regarde, de Mano à nouveau. Que pensez-vous de la nouvelle application photo dans iOS 18 ? A priori, il y a une grosse refonte de cette app. Alors, Apple nous a fait presque un quart d'heure sur le sujet. Qu'en avez-vous pensé ? Apparemment, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. Peut-être Didier pour commencer. Si tu veux illustrer ça, peut-être, si tu peux nous montrer quelques photos, si c'est visible. Tu veux que je râle un peu ? Vas-y, fais ton Jean-Pierre Coff de la tech. Ils ont fait du Apple, c'est-à-dire ils ont pris un truc un peu beau en démo et tout. Ils t'ont fait, regarde la belle interface, tu scrolls, on te présente tes photos de manière un petit peu plus animée. Il n'y a plus les sections, tu sais, les vilains onglets en bas. Maintenant, en fait, tu descends et puis les petits onglets apparaissent au milieu de l'écran. Et puis, pour faire une recherche, pour faire une sélection, ça apparaît pas tout de suite. Il faut que tu scrolles encore pour pouvoir sélectionner tes images. Donc oui, c'est joli sur les démos. Mais moi qui l'utilise tous les jours pour aller faire du airdrop, sélectionner mes photos et tout, aller voir les albums partagés, je passe mon temps à scroller dans cette appli. Alors qu'il y a des onglets qui étaient super simples, des sections, des photos, etc., qui étaient bien triés. Parce que maintenant, même, par exemple, pour filtrer les vidéos, il faut que tu ailles dans les filtres vidéo. Avant, tu avais juste à aller dans le dossier vidéo, c'était fini, quoi. Donc en résumé, oui, vas-y, pardon Didier, excuse-moi. Non, mais c'est une amélioration un peu pour rendre l'application plus belle. Et moi, je la trouve beaucoup moins pratique qu'avant. Et j'ai fait un peu des tweets et je pense que j'étais pas le seul à réagir là-dessus. Tu vois, par exemple, tu vas aller voir là tes dossiers partagés. Moi, j'ai souvent des updates. Il te met une petite croix rouge dessus. Qu'est-ce qui a été modifié ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires sur tes photos ? Et pour aller trouver ça, c'est très compliqué maintenant, je trouve. Donc voilà, mais je sais pas ce que vous en pensez les autres, est-ce que vous avez été impacté par ça ? Mais moi, juste pour sélectionner des photos, c'est galère pour faire de la recherche aussi. J'attends la bêta 2, ou 3, ou 4. Christophe ?
On fait la démo en direct. Ouais, moi je suis assez fan en fait parce que effectivement c'est hyper simplifié, hyper épuré. Si on reprend effectivement ça, les photos sont hyper accessibles. On glisse vers le haut, boum, on a directement les métadonnées. On va vers le bas. Ça existait avant, ça. Oui, bien sûr, mais la façon dont c'est présenté, c'est cool. La recherche, on va pouvoir sélectionner Honda, par exemple, et il va. C'est ce qu'on pouvait faire avant, mais ici, c'est vraiment sympa. Il va nous indiquer au bon endroit. De la façon dont c'est mis en place, c'est sympa. C'est bien réalisé. Après, voilà, on n'aime pas. Et tu montes tout en haut, là. Oui. Si tu reviens sur la page d'accueil, regarde, monte tout en haut, là. Oui. Tout en haut. T'es tout en haut, là? Non, t'es pas tout en haut. Non, là, je peux pas aller tout en haut. Ça va faire... je sais pas. En fait, quand tu arrives sur l'appli, tu vois le bouton sélectionner, il y est tout en haut, ça remonte un coup. Et je trouve que ça, c'est casse-pied, par exemple. Quand tu remontes un petit truc comme ça. Et les photos, là, tu vois, où il te met toutes par mois, etc. Avant, tu avais direct ce truc. Et là, tu l'as plus directement aussi. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu agaçantes. Mais... je pense qu'il faut que tu cliques sur la croix, là, tu vois, tout en bas à droite. Et tu arrives sur la page d'accueil classique. C'est ça. Non, tu arrives. Voilà, tu vois la recherche là, tu peux plus sélectionner cette photo. Là. Ah oui. Bon, en tout cas, ça vous a bien compris que c'est perfectible. Ah oui. Et il y a Apple encore du pain sur la planche. Pour conclure, moi, j'ai une fonction toute bête que j'ai beaucoup aimée, mais qui n'est pas liée directement à iOS, c'est les mises à jour de l'écosystème, notamment des AirPods et les AirPods Pro de deuxième génération. Maintenant, on peut accepter ou décliner une interaction avec Siri d'un simple mouvement de tête ou non, tout simplement. Je trouve ça juste. Voilà, et ça va dans l'esprit également du Vision Pro. Beaucoup de réactions de Mano qui nous dit avec macOS Sequoia, il y a la possibilité de recopier l'écran de son iPhone sur son Mac facilement. Je trouve cette fonction de continuité vraiment bienvenue, ça a l'air pratique. Mais on vous a fait la démo depuis le début de cette émission. Non, je rigole, parce que ça ne marche pas. Elle n'est pas implémentée. On a trouvé un moyen bien plus efficace, croyez-moi, pour que ça marche. Autre réaction de Steven Klimovic sur Twitter. Beaucoup de promesses pour le futur, mais peu de concret pour le moment. Apple a de plus en plus de politiciens versus visionnaires et technologiques. C'est sévère. Les actionnaires toujours avant les clients. On est loin des années Steve Jobs. C'est dit. Alors on laisse la parole à tout le monde dans cette émission. Et enfin, réaction de Griby. Nous n'avons pas d'Apple News, pas d'Apple Cash, pas d'Apple Intelligence, les cartes topographiques, etc. Et nous payons tout autant. C'est vrai que c'est pas faux, mais après, encore une fois, il faut tout proposer dans multilingue. Vu le retard qu'avait pris Apple en matière d'intelligence artificielle, je sais que Laurent n'est pas d'accord avec moi. C'est pas si mal, croyez-moi. Allez, on conclut notre émission comme chaque semaine avec les coups de cœur. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Très rapidement, un livre détaché mais pas indifférent de Benoît Pernin aux éditions Maya. Alors, c'est très surprenant, j'ai reçu ce livre-là parce que je connais Benoît en l'occurrence, et en fait, je ne savais pas qu'il allait sortir un bouquin, et en plus, il nous a fait une pièce de théâtre, ce que je n'ai pas lu depuis le collège, avec du Corneille et du Molière ou du Shakespeare. Et figurez-vous, j'ai pris du plaisir à lire ce format-là, qui est basé sur une photo de Lee Miller, qui était prise, cette photo, dans la baignoire d'Hitler, et elle symbolisait beaucoup de choses à l'époque, et j'ai découvert aussi cette photo, et donc je vous encourage de lire ce livre détaché, mais pas indifférente, de Benoît Pernin aux éditions Maya. Une lecture fort utile par les temps qui courent. Voilà. De mon côté, je le fais maintenant, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est pour une offre d'Orange, et ça s'appelle Cybersecure. C'est l'offre de sécurité d'Orange qui est facturée 7 € par mois. Alors, on retrouve toutes les offres classiques de sécurité qu'on trouve en antivirus, en anti-spam et j'en passe. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est le système de filtration des appels indésirables, ce qu'on appelle le spam téléphonique. Alors, elle était aussi disponible si vous êtes abonné chez Orange ou abonné chez Soch, vous avez cette fonction qui est intégrée, mais là, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle reroute les appels vers des appels téléphoniques, etc. Et aujourd'hui, moi, je suis harcelé par les démarcheurs téléphoniques. Et ce qui est génial, c'est ce qu'on vous montre à l'écran, c'est que c'est aussi un portail participatif. Aussi un portail participatif de la cybersécurité qu'on vous montre en démo pour lutter contre le phishing, une sorte de moteur de recherche, des sites, liens, contenus d'un SMS ou d'un mail qui sont potentiellement dangereux. Pour ce faire, il suffit de se connecter donc sur ce portail, rentrer
rentrez une adresse cybersécurité.orange.fr. C'est le portail, retenez bien, le lien est dans la description de la vidéo. Et vous collez le message, le SMS, le mail, et vous avez vu l'adresse du site suspect et vous lancez la recherche. Et un code couleur s'affiche à l'écran. Et s'il y a un danger, bien sûr, le code est orange ou le code est rouge, il ne faut pas y aller. Et ce portail, il est gratuit. Il suffit de pas, il n'y a pas besoin de souscrire un abonnement. Et c'est participatif. Donc en clair, ça permet de référencer tout ce qui est du tout. Donc dès que vous recevez un SMS d'Amélie, de votre banque, un mail, vous n'êtes pas sûr, vous copiez l'adresse de ce mail, l'adresse du site potentiel ou même le numéro de téléphone, et il sera automatiquement passé au crible et vous saurez de quoi il en reste. C'est vraiment très utile et je trouve ça une idée juste brillante. Bravo. Christophe. Est-ce que tu es un vilain garçon, Olivier ? Bien sûr. Tu es un bad boy ? Si je te dis bad boys, what you gonna do? Il faut qu'il chante dans la question. When they come from you. Oui, ça te dit quelque chose? Je n'ai pas de Porsche 911. On ne rigole pas sur le chat parce que Didier, méfie-toi parce que on peut diffuser d'autres sons. Hein. Alors, les gars, j'ai été voir un film de folie qui est le 4e volet de Bad Boys, qui fait suite à Bad Boys for Life. Ici, c'est Bad Boys Ride or Die. C'est le 4. Tu te souviens? C'était dans les années 80. Non, je t'ai pas dit. Bon, moi, j'étais trop jeune, je n'ai pas connu, mais on m'en a beaucoup parlé. C'est écrit par Chris Brenner et Will Beall, dirigé par Adil et Bilal, avec Will Smith, Jacob Scipio, Martin Lawrence, Paola Nunes, etc. Je vous en passe des vertes. En tout cas, il y en a beaucoup. Et c'est effectivement les inspecteurs Mike Lorey et Marcus Burnett qui enquêtent sur une corruption au sein de la police de Miami. Et je vous encourage à aller le voir en Screen X ou bien en 4DX. Parce que je vous dis franchement que c'est cool, quoi. Écoute, je vais aller voir ça avec grand intérêt. Didier, tu as eu le temps pour un petit coup de cœur ou pas? J'ai même un coup de cœur et un coup de gueule. Je vais faire vite parce qu'on a fait long cette année. Tu veux que je commence par le coup de gueule ou le coup de cœur? Comme tu veux, vas-y, avance. Alors écoute, mon coup de cœur, regarde, si tu as 300 € de budget et que tu veux t'acheter un drone, il y a DJI qui a sorti ce petit drone qui s'appelle le DJI Mini. On le connaît, le DJI Mini, mais là maintenant il est en version 4K. Il coûte 299 €. Wow. Ce qui est vraiment pas très cher du tout pour un drone de DJI. Il a qu'un seul truc qu'il a pas, c'est le tracking. C'est-à-dire que c'est vraiment un drone. Voilà, tu vas aller faire des images, tu peux le faire monter très haut, tu peux aussi le prêter à tes enfants parce qu'il est pas trop cher. S'il le crash, tu te dis bon, c'est pas un drone à 1000 balles. Donc, mais il a vraiment toutes les belles fonctions. Il a vraiment une très très belle image, 4K 30 fps avec un bon débit. Donc voilà, je vous ai fait un petit déballage sur le site, pas en vidéo à l'écrit ce coup-ci, mais on fera sûrement un petit test en vidéo. Et je voulais juste finir par un petit coup de gueule, parce que ça fait plusieurs voitures que je teste. Tu sais que j'adore la connectivité dans les voitures. Et là, la dernière voiture que j'ai testée, c'est le Volvo EX30. Volvo, tu dis quand même une marque haut de gamme. Et j'avais testé le 3008 aussi juste avant. Et ça fait plusieurs fois que je teste des voitures qui ont des bugs, mais à un niveau que je n'ai jamais vu, qui sont commercialisés, qui sont vendus à des clients. Et là, avec la Volvo, je vous encourage, si vous voulez vous marrer, à regarder la vidéo. Vraiment, c'était une voiture, je me suis retrouvé devant, je pouvais pas l'ouvrir. Enfin, des trucs comme ça, tu te dis. Est-ce que ça tourne sous Android, 2024, on est passionné de tech. Est-ce que ça tourne sous Android ou... Et alors, ils ont mis Android Automotive, tu dis cool. En fait, sur le papier, elle est super cette voiture, mais vraiment, il faut qu'il fasse des mises à jour. Il y a un moment, tu lui dis j'ai froid, et il te dit oui, j'espère que ça va aller. Est-ce que vous voulez que je vous cherche un médecin? Parce qu'ils n'ont pas implémenté, tu sais, la clim quand tu dis j'ai froid. Et il y a un autre truc aussi, c'est ouvre la boîte à gants, et il te dit je n'ai pas trouvé la série La boîte à gants de je sais plus qui sur votre abonnement, machin. D'où l'importance de bien comprendre le français. Volvo, quoi. C'est pas un truc chinois. C'est chinois, Volvo. C'est suédois. Ah non, c'est plus suédois. Ça. Non, mais maintenant c'est chinois, mais quand même c'est chapeauté par les Suédois, donc ça devrait quand même marcher. Mais sur le 3008, j'ai eu des bugs de folie aussi. Mais vraiment, je trouve que les constructeurs, tu vois, on parle d'Apple, Apple fait quand même du bon boulot là-dessus, même s'il y a des bugs. Mais là, c'est sur une bagnole, c'est inadmissible. Bien. Fred, tu as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule? Oui, un petit coup de cœur pour la série SF sur Apple TV+, Dark Matter pour ceux qui l'ont pas vu, des univers parallèles, c'est super bien fait, c'est très beau et une bonne SF, voilà, en série. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Didier, merci beaucoup Christophe pour ces démos, merci beaucoup Stéphane également, qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette émission, une émission riche, on a été long mais c'était bon. Voilà, je vous invite en tout cas pour être dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera certainement consacrée aux meilleures apps pour Mac et iPhone. Soyez au rendez-vous.
Oui. Oui. Et encore une fois, félicitations à qui de droit. Et je vous invite, et pour être prévenu en temps réel, ça me perturbe moi aussi. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, bien sûr, et en cliquer sur la petite cloche et sur le petit pouce pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une émission. N'oubliez pas que nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. Voilà, on fait le max, c'est tous les vendredis soirs sur YouTube et Apple Podcast. Merci encore pour votre fidélité et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.